Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Et nous, on est très contentes aussi d'être là donc, pour la soirée de discussion et de débat autour du lancement de ce splendide ouvrage « Défaire le racisme et affronter le fascisme » qui sortira du coup en librairie le 25 mars aux éditions La Dispute et qui est déjà là ce soir en avant-première. Donc on m'a dit de bien vous dire qu'il était disponible derrière à la vente, juste là. Il est là aussi. C'est important de soutenir les maisons d'édition indépendantes comme La Dispute, qui ne sont pas soutenues par le grand capital et qui pourtant défendent des idées dont on a bien besoin aujourd'hui, antiracistes, antifascistes, féministes, anticapitalistes. Et comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, pour que ces idées puissent continuer à irriguer nos débats et nos luttes, eh bien, il faut que des maisons d'édition indépendantes puissent continuer d'exister. Et ça passe aussi par le fait d'acheter les livres que l'on propose. Donc voilà, n'hésitez pas à acquérir cet ouvrage pour la modique somme de 12 €. C'est aussi une forme d'acte militant, bien sûr, même si un acte militant du point de vue des idées et qui ne se suffit pas en lui-même. En soi, il faut bien sûr les luttes militantes également. Donc très rapidement, je suis chargée aussi d'introduire cet ouvrage et puis je laisserai la parole aux différents intervenants. Donc, Défaire le racisme et affronter le fascisme est un livre d'entretien avec Hugo Paletta, sociologue, militant anticapitaliste et auteur de La possibilité du fascisme, et avec Omar Slaouti, conseiller municipal à Argenteuil, militant antiraciste et auteur de Racisme en France. Racisme de France, pardon. Donc, on a fait ce livre d'entretien avec deux objectifs, ou en tout cas avec deux idées qui nous ont portés. La première chose, c'est que bien sûr, on avait conscience du contexte dans lequel on réalisait cet ouvrage et aussi du contexte de sa date de parution. Il s'agissait évidemment de pointer du doigt la montée de l'extrême droite en ce moment en France, dans un contexte qui est particulier et que tout le monde a en tête, qui est celui des présidentielles, qui polarise de fait énormément la situation politique française, mais aussi un contexte de Covid, et à l'époque, on ne le savait pas encore, de guerre en Ukraine. Donc, tous ces éléments assez sombres et qui nous questionnent et qui nous poussent à essayer d'analyser au plus près la situation politique, mais dans le même temps, en mettant aussi en avant les points d'appui importants qui existent dans la période, mais qui sont isolés. La puissance du mouvement antiraciste international, le mouvement des Gilets jaunes, une nouvelle génération militante qui émerge. Bref, on voulait avoir une analyse de la situation un peu commune, avec éventuellement des divergences dans l'analyse de cette situation, mais essayer de la voir au plus près, donc en ayant une analyse politique, une analyse y compris théorique, mais toujours en lien avec le militantisme et donc dans une perspective de l'action. J'ai l'impression en tout cas qu'un des buts de cet ouvrage, c'était vraiment de tenir sur ces deux jambes, théorie et action, analyse de la situation et militantisme politique. Et donc, c'est à la fois comme penseur et comme militant qu'on a interrogé Hugo et Omar. Deuxième objectif qu'on s'est fixé avec cet ouvrage, c'était de faire un livre à visée didactique, pédagogique, qui soit accessible le plus largement possible, d'où la forme aussi de l'entretien qu'on jugeait plus vivante qu'un essai politique classique, qui prennent la forme d'une discussion qu'on pourrait avoir un peu librement dans le milieu militant, par exemple, mais tout en restant très exigeant quant au fond. C'est-à-dire que accessibilité va aussi avec volonté de rigueur intellectuelle, donc en prouvant en fait systématiquement les propos qui étaient avancés, en donnant des faits, des chiffres, des références, en s'appuyant aussi sur des éléments historiques et en discutant, et ça me semble très important, la question des définitions, des différents mots qu'on utilise, et évidemment dans la lutte antiraciste comme dans la lutte antifasciste, la question des mots, la question des définitions et de se mettre d'accord sur les termes qu'on emploie est bien sûr très importante.
Donc l'objectif de cette soirée, c'est de reprendre un peu, on va dire, la philosophie qui a donné lieu à cet ouvrage, c'est-à-dire de débattre collectivement des éléments de la situation en vue d'une analyse commune potentielle et en vue d'une action évidemment aussi commune éventuellement. Donc la soirée sera divisée en 2 temps. Un premier temps de présentation. Alors originellement, nous avions plus d'invités qui devaient être présents et présentes. Malheureusement, pour tout un tas de raisons qui sont indépendantes de notre volonté, nous serons une équipe plus réduite sur scène. Mais du coup, ça permettra aussi que la salle s'empare des débats, puisque du coup, on aura aussi un peu plus de temps pour la discussion collective sous forme de questions, remarques, interventions, en accord avec ce qui aura été dit ou alors en désaccord. On est là aussi pour discuter et c'est une bonne chose. Donc, dans un premier temps, dans le moment de discussion, je laisse la parole aux auteurs et puis ensuite, on aura un moment de réaction et puis je vous donnerai la parole à vous. Oui, je comptais le présenter au moment où il allait parler, mais du coup, notre invité, Alioune Traoré, délégué de la coordination sans papier 75, interviendra du coup après les auteurs pour rebondir et pour parler aussi de la question des luttes antiracistes. Du coup, Hugo. Merci. Merci déjà à la Flèche d'Or. Merci aussi aux éditions La Dispute d'avoir permis ce livre et cette discussion du coup, qui est au cœur du livre. Merci évidemment à Aurore, à Pauline Delage et aussi à Alexis Cuquier qui ont animé la discussion entre nous et nous ont aidés à améliorer les choses une fois. Ensuite, on a relu et réécrit un peu le débat qu'on avait eu à l'oral. Et puis évidemment, merci à Omar parce que bon, c'est un militant de toutes les luttes anti-impérialistes, anticapitalistes, antiracistes depuis bien longtemps et que je respecte beaucoup. Et je suis vraiment très heureux d'avoir pu faire ce livre avec lui. Alors, on va pas refaire la discussion et on va pas refaire le match, sachant qu'il n'y a même pas de match dans le bouquin, vous verrez, puisqu'on est globalement d'accord sur quand même l'essentiel, je pense. Du coup, je voudrais surtout indiquer en quelques mots dans quel esprit, personnellement, j'ai essayé de contribuer de mon côté à ce bouquin. Et peut-être avant ça, je pense qu'on ne peut pas ne pas dire quelques mots du contexte de publication du livre. C'est un élément qui est toujours important, qui est, on le sait bien, j'aurais pu dire ça il y a 6 mois, c'est vrai que c'est un peu déprimant, mais qui est particulièrement morbide. Évidemment, là, vu ce qui se joue, on pense immédiatement à l'invasion russe de l'Ukraine, et chacun, je pense, ici est en solidarité avec un peuple qui résiste à une agression militaire d'une puissance beaucoup plus puissante militairement. Et je suis sûr qu'il est évident, notamment pour tout le monde, ici, au moins, que la France doit accueillir dignement, non seulement d'ailleurs les réfugiés ukrainiens et ukrainiennes, mais l'ensemble des réfugiés. Il faudrait malheureusement ajouter à ce contexte beaucoup de guerres et de bombardements, de morts et de déplacements forcés de population qui ont lieu au-delà de l'Ukraine, qui ne font pas la une des médias occidentaux, qui sont même occultés en bonne partie, précisément parce qu'ils sont le fait de puissances qui sont soutenues et armées par les puissances occidentales. On peut penser aux crimes commis par Israël régulièrement, par l'Arabie Saoudite, en ce moment même d'ailleurs, au Yémen, par l'Égypte, par exemple, qui reçoit évidemment des armes états-uniennes et françaises, par exemple. Bon. Il faudrait rappeler par ailleurs le sort que la France a réservé et réserve continuellement aux réfugiés non européens et non européennes, et globalement à l'ensemble des exilés. Alors, ce contexte morbide à l'échelle internationale, il se déploie aussi à l'échelle nationale, comme on le sait, et d'une certaine manière, là encore, c'est malheureux d'avoir à le dire, parce que bon, ça valide des choses qu'on avait essayé de montrer dans un précédent livre avec Ludivine Mantini sur le fait qu'on affronte, en tout cas c'était la thèse qu'on avait essayé de défendre, un processus de fascisation qui se marque à travers toute une série de symptômes. Je vais juste en énoncer quelques-uns, mais on pourrait allonger la liste malheureusement, là encore. Un premier, c'est non pas simplement, je dirais, la banalisation du discours raciste dans les médias, dans le discours politique, etc., mais l'intensification, je veux dire l'aiguisement, du racisme et notamment sous la forme de l'islamophobie, et d'une islamophobie qui en France a la caractéristique assez particulière d'être profondément institutionnalisée, c'est-à-dire vraiment d'imprégner. C'est pas juste une islamophobie littéraire, quoi, à travers des essais qui se vendent très largement, comme ça peut être le cas, par exemple, je pense en Italie, etc. Bon, cette islamophobie en France, elle est institutionnalisée à travers des lois, des décrets, etc. Bon, c'est une islamophobie d'État pour une grande partie, qui construit les musulmans et les musulmanes comme ennemis intérieurs, qui
du coup, qu'on pourrait et qu'on devrait surveiller, contrôler, punir, diaboliser, isoler, etc. Bon, donc ça, c'est un premier symptôme qui est absolument massif, sur lequel on insiste beaucoup dans le livre. On insiste beaucoup sur cette question de l'islamophobie, et je crois qu'on a raison. Un autre symptôme, évidemment, c'est les politiques migratoires, ou plutôt anti-migratoires, toujours plus répressives et criminelles, d'empêchement de la migration, en réalité, et qui ont des effets immédiatement criminels et depuis très longtemps, en réalité. Un autre symptôme auquel on peut penser dans le cadre de la campagne présidentielle, c'est l'extrémisation de la droite qui a conduit, alors ça ne devrait pas surprendre, des gens qui voient comment la droite française évolue depuis 20 ans, mais qui a conduit Pécresse à reprendre telle quelle une théorie fasciste, la pseudo-théorie du grand remplacement, qui n'est pas simplement un pronostic démographique sur l'évolution des populations. C'est une théorie complotiste qui prétend que les élites et les migrants sont ensemble pour dissoudre les nations, pour faire place au grand marché mondial, etc. Et qui, par ailleurs, au nom de cette théorie conspiratoire, prétend qu'il faut du coup se débarrasser et de fait déporter en réalité les immigrés et descendants d'immigrés non européens. Bon, c'est ça, au bout du compte, ce qui est prôné à travers cette théorie et que reprend Pécresse. Et puis, un autre symptôme, mais là encore parmi d'autres, un autoritarisme d'État particulièrement virulent vis-à-vis des minorités, des exilés, des quartiers populaires et d'immigration, mais aussi des mobilisations sociales, on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais pas seulement, on le voit à travers les dissolutions arbitraires d'organisations de défense des musulmans et des musulmanes, le CCIF il y a quelques années, la CRI plus récemment, et il y a quelques jours, par Darmanin qui a annoncé la dissolution du collectif Palestine Vaincra, qui lutte contre le colonialisme israélien et le sionisme. Donc il faudrait, on pourrait, là, je le dis, on pourrait allonger la liste, on pourrait noter la recrudescence de l'antisémitisme à travers la diffusion de multiples théories conspirationnistes dans le cadre notamment de la crise sanitaire, etc. Bon voilà, on pourrait aller évidemment plus loin. Bon, mais je vais vous épargner ça. La situation est suffisamment déprimante pour ne pas en rajouter. Pour en venir à ce que je disais tout à l'heure, c'est à la manière dont j'ai essayé, moi, d'apporter quelque chose au livre de mon côté, on va dire, j'ai vu les choses, et voilà, et essayer de voir ce que peut apporter justement le croisement de manière un peu systématique, que j'avais déjà un peu fait dans des travaux précédents, mais le croisement un peu systématique entre la question du racisme et la question du fascisme, qui est l'objet quand même central évidemment du livre. Alors il y a... c'est un croisement qui est extrêmement important, pas simplement dans le sens le plus évident, à savoir que le racisme est central dans l'idéologie fasciste et que les antifascistes doivent donc faire de la lutte contre le racisme un axe fondamental de leur politique. Bon, ça paraît assez évident. En fait, ça devrait être évident, ça l'est pas en réalité tout le temps. Il faut quand même préciser que dans une partie encore aujourd'hui de la gauche radicale et historiquement dans la gauche radicale, révolutionnaire, etc., il y avait cette idée que le fascisme, c'est simplement le bras armé du capital contre les travailleurs, contre la classe ouvrière, et que en quelque sorte, en cas de soulèvement, que finalement le racisme, c'était un espèce de simple prétexte, un peu superficiel, un moyen de détourner l'attention, et que finalement l'important c'était de faire en sorte que la classe ouvrière soit unie, qu'elle lutte pour le socialisme, pour le communisme, etc. Bon, voilà. Et donc dans cette vision-là, dans cette vision ouvriériste, il n'y a pas beaucoup de place, voire il n'y a pas de place du tout parfois, dans certaines versions, pour l'action autonome des minorités raciales, de ceux qui sont opprimés par le racisme, et qui sont aussi par ailleurs les fractions les plus opprimées de la classe ouvrière, de la classe travailleuse. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place du coup dans cette vision-là pour une politique spécifiquement antiraciste. Voilà, donc ça je dirais c'est un premier obstacle quand on réfléchit au rapport entre antiracisme et antifascisme, qui est peut-être le plus évident. Un deuxième obstacle, c'est la manière dont une bonne partie des gens continuent de voir le racisme comme une sorte de tare individuelle ou une sorte de faute morale qui serait commise par des gens un peu abrutis, un peu délirants, un peu à l'ouest, mal intentionnés, etc. Bon, dès qu'on se donne une conception plus politique, plus matérialiste du racisme, dès qu'on comprend que ce n'est pas simplement un moyen de faire diversion, de parler d'autre chose, ou juste un moyen d'ailleurs, ce qui est déjà important par ailleurs, de diviser, de susciter la division, dès qu'on voit que c'est un ensemble de pratiques matérielles, en grande partie de discrimination, de stigmatisation, de répression, d'invisibilisation, de dévalorisation, etc. Et que par ailleurs, dès qu'on voit que l'État et les institutions, dans un sens plus large, jouent un rôle fondamental dans la perpétuation du racisme, dans son imposition au quotidien, eh ben, ça nous amène à rediscuter de ce que devrait être l'intervention
à la fois, je pourrais dire même plus largement des militants, des militantes de gauche, radicaux, etc., mais en particulier ici des antifascistes sur le terrain antiracistes. Et notamment, ça devrait nous amener à considérer que les antifascistes ne doivent pas limiter leur action, comme ça a quand même assez souvent été le cas, disons, notamment en particulier dans les années 80-90, mais c'est encore le cas en grande partie, simplement à la dénonciation, on va dire, des propos tenus par tel leader d'extrême droite, tel parti d'extrême droite, tel intellectuel raciste. Évidemment, on a plein d'exemples en tête. Mais que les antifascistes ont leur place, ou devraient avoir leur place, ou devraient considérer que leur place en premier lieu est dans l'organisation de solidarité concrète avec les minorités, avec les exilés notamment, par exemple, et au premier plan de mobilisation collective contre l'islamophobie d'État, contre les violences policières, etc. Et d'une certaine manière, c'est ce qui nous fait dire dans le livre, je crois, il me semble me souvenir qu'on dit ça, que même si elle ne se réclame, oui, si on dit ça d'ailleurs, même si elle ne se réclame pas de l'antifascisme, parmi les principales luttes antifascistes ou mouvements antifascistes des dernières années, ou mobilisations antifascistes, on devrait compter les mobilisations contre l'islamophobie, ou la mobilisation notamment contre l'islamophobie du 10 novembre 2019, très massive, on pourra en reparler, etc., et qui, pour une fois, avait trouvé le soutien d'une bonne partie de la gauche sociale et politique, et c'est une chose importante à noter, et aussi les mobilisations contre les violences racistes commises par la police, qui a été un mouvement mondial à l'été 2020. Alors tout ça, c'est un peu le point de départ, il y a pas mal d'années, de ma propre réflexion sur l'antifascisme. Qu'est-ce que, d'une certaine manière, ça fait à l'antifascisme de rompre avec à la fois une vision ouvriériste et aussi de rompre avec un antiracisme moral, qui voit le racisme comme une espèce de tare morale qu'auraient certains individus, et pas comme un truc de système, un fait systémique entretenu par les institutions, etc. Qu'est-ce que ça fait à l'antifascisme et surtout, comment on sort véritablement d'un antifascisme consensuel qui a été dominant dans les années 80-90, notamment sous la domination du PS et de ses satellites divers et variés, et qui reste présent un peu comme une sorte de sens commun pour pas mal de gens, pas forcément très militants ou très radicaux, mais pour qui voilà, l'extrême droite c'est dangereux, etc. Ils ont raison d'ailleurs, et qui peuvent à l'occasion se mobiliser sur ces questions-là. Mais un antifascisme qui prétend défendre par exemple la République en tant que grande idée abstraite, et qui du coup ne voit pas que cette République est gangrénée par les inégalités, par les violences d'État vis-à-vis des minorités, par le racisme d'État, etc. Donc croiser antifascisme et antiracisme en France en particulier, ça oblige aussi l'antifascisme à affronter, par exemple, la question coloniale. Bon, ce qui ne va pas de soi. Ce n'est pas quelque chose qui est très présent en réalité dans la réflexion des antifascistes de France et de Navarre. Hein. C'est bon, y compris historiquement. On pourrait reprendre, par exemple, un fait historique assez connu, et assez central dans la culture politique de gauche, le Front populaire, qui est une réponse, qui est le produit direct de la riposte antifasciste à un coup de force d'extrême droite qui avait eu lieu 2 ans avant, en 1934, donc le Front populaire c'est en 1936. Le Front populaire, quand la gauche arrive au pouvoir dans cette configuration qui était le Front populaire, les socialistes, les communistes et le Parti radical, il y a la dissolution des ligues fascistes, mais il n'y a absolument rien sur la question coloniale, il n'y a aucun pas qui est fait en direction d'une quelconque forme de décolonisation. Et par ailleurs, s'inscrire dans le Front populaire, ça a amené par exemple le Parti communiste français à rompre avec toute la politique anticoloniale qui avait été suivie antérieurement, notamment dans les années 20, pour se mouler en quelque sorte dans les institutions de la République, dans l'identité nationale française, etc. Et en taisant totalement, en mettant dans sa poche l'anticolonialisme. Voilà. Bon. Ça, c'est un rappel historique. Mais si on raisonne au présent, l'une des raisons pour laquelle il faut rompre avec un antifascisme républicain, c'est-à-dire qui prétend défendre les institutions républicaines contre les fascistes et qui prétend que les institutions républicaines nous protégeraient contre les fascistes, c'est précisément que la République française, telle qu'elle est, c'est une république coloniale dans son traitement vis-à-vis de la Kanaki, coloniale ou néocoloniale dans son traitement de la Kanaki d'ailleurs, et des territoires dits d'outre-mer, hein, plus largement, néocolonial dans ses relations avec son ancien précaré colonial africain, néocolonial aussi dans son traitement des quartiers populaires et d'immigration. Et de ce point de vue, la force de l'extrême droite, c'est pas, comme on le dit parfois, d'être une force de contestation de l'ordre établi ou d'apparaître comme telle pour la plupart des gens. C'est peut-être une partie du problème sur d'autres sujets, mais ou d'être une force politiquement incorrecte. C'est d'être en réalité, sa force, c'est d'être, le caractère confortable en quelque sorte de l'extrême droite, c'est d'être en continuité avec l'ordre politique dominant, de pouvoir s'installer confortablement dans le sens commun colonial de la République française,
de l'État, des élites politiques, et de s'affirmer en quelque sorte comme la branche simplement la plus déterminée, c'est-à-dire en fait la plus raciste, du nationalisme français. Bon, je vais prendre 2 exemples. Zemmour a appelé son parti Reconquête, ce qui est quand même très symptomatique. C'est à la fois la Reconquista et en même temps la reconquête au sens colonial. Macron avait en 2018 créé un dispositif de répression policière qui s'appelle les quartiers de reconquête républicaine, ce qui par ailleurs puise évidemment au même registre. Zemmour ne cesse d'appeler à mater les musulmans et les musulmanes et d'une certaine manière à contraindre les musulmans et les musulmanes à se faire aussi petits, aussi invisibles que possible dans la société française. Macron a fait la loi séparatisme, dite séparatisme, et dissout les organisations de défense des musulmans et des musulmanes. Alors, je ne dis pas que tout ça c'est pareil, je ne dis pas que c'est le même projet politique, Macron, Zemmour, mettons tout ça dans un même sac, etc. Bon, je ne dis pas ça, mais la force des uns, les fascistes, dépend en grande partie ou est liée en grande partie à la politique des autres, à savoir les néolibéraux autoritaires à la sauce Macron. Et plus profondément derrière tout ça, pour faire référence à ce que je disais juste avant, il y a la lame de fond du du colonialisme, et de tout ce que le colonialisme a installé dans les pratiques de l'État, dans les institutions, dans les cerveaux aussi. Et bon, voilà, mon dernier point, je suis un petit peu long, mais comme je profite du fait qu'il y a moins d'invités, et je précise, on n'a pas fait de la publicité mensongère, on ne savait pas qu'ils ne seraient pas là, et pour une bonne partie, ils ont des problèmes de santé. C'est pas notre faute, et surtout, on espère que c'est pas grave. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû dire ça, c'est personnel. Désolé, c'est filmé, merde. Voilà. Je m'excuse auprès d'eux et d'elles. Voilà, mon dernier point sur ce que le croisement entre antiracisme et antifascisme doit nous amener à penser, et qu'on essaie un peu de repenser dans le bouquin, c'est la facilité avec laquelle on ramène le fascisme à une menace. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelait Face à la menace fasciste, donc je m'implique dedans. On ramène le fascisme à une menace abstraite pour demain ou pour après-demain. Bon. Ce qui ne peut que laisser insatisfaits et insatisfaites ceux et celles qui se prennent dans la gueule au quotidien les violences d'État, le racisme d'État, etc. Et bon, je pense que à la fois il faut maintenir l'idée que un État fasciste, c'est un État d'un type tout à fait particulier et qu'on ne fait pas face à un État fasciste aujourd'hui en France. Bon, mais si on met en avant justement le concept de fascisation en essayant de le définir, comme le dit Aurore, ça permet en fait de tenir les deux bouts. Il y a une trajectoire, à notre sens, on va dire, de la classe dominante et de l'État en France qui peut l'amener au terme de batailles politiques et sociales jusqu'à un pouvoir de type fasciste, mais qui d'ores et déjà, pour les secteurs les plus opprimés de la population, aboutit à un déni de droit, un déni structurel de droit qu'on pense aux crimes policiers systématiquement impunis ou presque systématiquement impunis, qu'on pense à la manière dont l'État s'assoit sur le droit des réfugiés, qu'on pense à la manière aussi dont l'État, et je l'ai déjà un peu dit, réduit considérablement les droits et les libertés publiques pour les musulmans et les musulmanes, notamment à travers des dissolutions absolument arbitraires d'organisations qui sont des organisations de défense de leurs droits fondamentaux et tout simplement de leur droit à ne pas être stigmatisés, discriminés, disqualifiés, etc. Bon. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, sans doute trop. Et en tout cas, j'espère que le bouquin vous intéressera et fera un peu parler dans les chaumières, et surtout qu'il sera un peu utile aux luttes sociales et politiques qui, malheureusement ou heureusement en tout cas, je ne sais pas, nous attendent dans la période qui vient, et elles ne se réduiront certainement pas aux luttes électorales, même si ça en fait partie aussi. Mais voilà, on a des batailles qui vont être très importantes dans les mois et dans les années à venir. Donc voilà, on espère modestement que ce livre pourra être un outil pour vous. Voilà, merci. Du coup, sans transition, je donne la parole à Omar. Non, il n'y a pas besoin de transition. Salam alaikum tout le monde, bonjour. Voilà, on est ravis d'être là. Il y a une première phase de remerciement. On croit que c'est un truc un peu formel, mais pas du tout. Ça vient du cœur. Donc merci à Virginie, je ne sais pas où elle est planquée. Voilà, elle est planquée là-bas de la Flèche d'Or parce que ça a été une rencontre d'abord. Et si on se retrouve là, c'est un peu à cause de toi quand même. Voilà, donc merci à toi. Et merci à la Flèche d'Or, bien sûr. Merci, comme l'a dit Hugo, à tous et tout ça qui ont contribué dans ce livre-là, parce que c'est un échange de questions-réponses. On a un peu bégayé, à vrai dire. Il ne faut pas croire que c'est aussi linéaire et fluide que ça peut être dans le bouquin. Et même en relisant, je trouve que ce n'est pas fluide. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que c'est un livre qui se lit comme quasiment, tu peux prendre ton thé ou ton café à côté, on se parle en direct. C'est un peu ça. Mais en réalité, en tous les cas, en ce qui me concerne, mais je pense que Hugo s'y joindra sans problème, c'est d'abord
c'est d'abord un grand merci à nous tous et nous toutes qui militons depuis la nuit des temps sur un ensemble de questions qui nous sont chères. Et en vrai, s'il y a 2 blases qui sont notées là sur le bouquin, c'est parce que simplement on a eu un peu l'audace, et parfois on se demande si la légitimité elle était là, de monter sur les épaules de quelques-uns, quelques-unes qui nous ont précédés, ou alors qui sont encore en activité militante, malgré l'âge, et qui ont franchement construit les luttes de l'immigration et des quartiers populaires. Et quand je dis ça, c'est que, vous verrez, la dernière partie, c'est quel type de résistance. On n'a rien inventé de ce point de vue-là. C'est-à-dire par rapport, y compris à ce qui existait au moment du mouvement des travailleurs arabes dans les années 70, où je vous rappelle juste d'un truc plutôt audacieux quand même pour l'époque. Ils ont osé imaginer, ce sont nos pères, ouvriers pour l'essentiel, lancer ce qu'ils ont appelé la grève des Arabes en France. On va bloquer la France. C'était ça à l'ordre du jour. Alors, ce qui était ça qui était à l'ordre du jour en 73, avec des mouvements de grève qui, de Marseille à Lille, d'est en ouest, etc. On a des ouvriers immigrés, comme on dit, mais alors pour le coup, laisse tomber première, deuxième génération, etc., qui ont immigré, qui sont arrivés en France, et parce qu'ils vivaient justement un racisme structurel dans la foulée de cette Algérie française dont certains rêvaient, l'Oasis n'avait pas encore terminé la guerre en tant que telle, eh bien, il y avait évidemment des attentats, il y a eu des meurtres, et puis il y avait un air du temps qui était complètement nauséabond. Et de ce point de vue-là, je ne dis pas que les choses n'ont pas évolué, involué, mais globalement, il y a des séquences qui se répètent et qui sentent mauvais, ou concrètement, ça a été dit par Hugo, le racisme auquel on assiste aujourd'hui, ce n'est pas le racisme de l'extrême droite, point. Ce n'est pas le racisme de la droite extrême, point. C'est le racisme de la société française telle qu'elle a été construite depuis la création de l'État-nation, sur 5 siècles d'esclavagisme et de colonialisme, mais ça ne reste pas indemne, la structuration de l'État-nation en tant que tel. Ça, c'est le racisme de France dont on parle, c'est le racisme de l'État-nation. Et puis après, il y a tout ce qui va avec. Ce que certains sociologues noirs américains au départ, mais ça a largement envenimé l'ensemble des sociétés, c'est ce qu'on appelle le racisme institutionnel, mais ce n'est pas grave, peu importe le terme. C'est ce racisme, en réalité, qui n'a pas besoin d'intentionnalité pour s'inscrire dans le quotidien de ceux et celles qui sont arabes, noirs, roms, tziganes, musulmans, musulmanes, migrants, migrantes. Et on peut dire sans aucun problème, asiatiques dans cette période où le Covid a fait remonter un certain nombre de trucs, et on peut dire, y compris dans cette période, parce qu'on l'a vu dans certaines mobilisations, où, y compris, je le dis, on n'en a pas fini, le fait d'être juif, aujourd'hui, il y a une remontée de l'antisémitisme, et tous ceux et toutes celles qui ont, sans aucun problème, joué sur ces cordes-là, eh bien, il y a le retour de bâton. Je dis ceux et celles qui ont joué sur ces cordes-là, je vais les nommer. J'avais dit dans une petite vidéo à 2 balles, pour appeler à cette rencontre ici, que ça va saigner, je vous jure que ça va saigner. Mais oui, parce qu'il ne s'agit pas d'écrire un bouquin. Il ne fait pas office de pavé, il n'est pas assez balèze. Mais en vérité, ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est de construire des cocktails Molotov, c'est de déterrer les pavés, et c'est d'en finir avec cette société. Alors, comme c'est un peu filmé, on va dire au sens figuré, mais en vrai, on peut dire au sens propre. Pour quelle raison? Parce que le printemps républicain, le Parti socialiste, la gauche institutionnelle et gouvernementale ont activé depuis la nuit des temps, régulièrement, l'ensemble de ces relents qui relèvent du roman national, avec la main sur le cœur. La main sur le cœur, qui ont voulu nous faire croire à leurs valeurs républicaines, encore maintenant, en cette période où des migrants et des migrantes fuient l'Ukraine. Alors que dans la réalité, c'est comme ça, l'histoire les rattrape. On l'a vu et on le sait, aussi bien du point de vue ukrainien, du côté ukrainien ou du côté polonais. La couleur de cheveux, la dimension capillaire, que tu sois blond ou pas, ça on ne l'avait jamais fait. Que tu sois blond ou pas, ça peut déterminer ton sort. Le fait que tu sois reconnu en tant que tel, comme un migrant et comme ou pas, ou migrante ou pas. Et à lui, on y reviendra. Et je m'arrêterai là justement parce que je ne développerai pas ce point-là, mais juste un point. Quand en 2014, avec Frontex, ils ont décidé de couper la route des Balkans, cette route migratoire,
dans l'objectif qu'il y ait moins de migrants qui arrivent sur le territoire Schengen. Ils ont réussi. Il y a eu 3 fois moins de migrants dans les années qui ont suivi. Mais il y a eu 3 fois plus de noyés dans la mer Méditerranée. Ça, c'était au moment, c'est ce qu'ils ont appelé, eux, la grande crise de 2015, qui n'est pas une crise de migration. C'est d'abord une crise raciste. Eh bien, depuis 2014, c'est 20 000 personnes qui sont mortes noyées en Méditerranée. Et ça s'appelle un crime d'État. Et la France, elle a joué sa partition. Elle peut se la raconter comme elle veut. Et d'un certain point de vue, l'ensemble du spectre politique institutionnel, gauche comprise, ont regardé leur pompe. Encore aujourd'hui, quand des frégates sont données à des gardes-côtes libyens, quand du fric va de l'Union européenne vers la Libye, alors qu'on y pratique des tortures, des viols, des mises en esclavagisme, où la négrophobie, évidemment, est d'État. Et d'ailleurs, ce n'est pas le propre, c'est aussi le propre de tous les pays du Maghreb. On le sait dans les parcours migratoires. Combien ont vendu leurs reins pour finir le trajet? Dans ma propre famille, l'un d'entre eux est décédé il y a peu de temps. Un soir d'hiver, après avoir eu un parcours de plus de 2 ans et demi pour arriver ici en France. Et ça, c'est l'autre point que je voudrais aborder concernant ce bouquin, mais sans aucun doute un ensemble de bouquins. Ce sont des livres de peau. C'est pas... Et il faut de la théorie et c'est fondamental. Mais ces théories, et des théories qui ont pour objectif de rasseoir nos dignités. Quand je dis de peau, c'est qu'on le paye très cher dans notre vie personnelle, collective. J'arrête sur les migrants, mais sans transition aucune. On ne comprend rien à l'islamophobie aujourd'hui. Je le dis comme je le pense. Rien. Si on n'a pas autour de soi, ou si on n'est pas soi-même musulman ou de culture musulmane, ou si on n'est pas entouré autour de soi de personnes musulmanes ou de culture musulmane, on est continuellement frappé par des médias qui harcèlent, qui sont des atteintes, il faut bien comprendre, à ce qu'il y a de plus profond quand il n'y a plus rien, et même quand il y a tout. Ça s'appelle la foi. Quand des gouvernants, ceux et celles qui nous dirigent, disent des choses totalement ahurissantes, les lois de loi république doivent passer avant toute autre loi. Mais c'est qu'ils n'ont rien compris, qu'ils ont raté un certain nombre de cours de philosophie dans leur parcours scolaire. Ce qui relève de la transcendance verticale n'est ni discutable ni négociable. Qu'on s'entende bien. Il y a la vie ici-bas sur Terre et il y a une vie dans l'au-delà. Et ça pour des millions de personnes, et notamment les plus paupérisées, les plus précarisées. Ceux et celles qui subissent le néolibéralisme dans leur chair. Comme l'écrit Sylvie Tissot, le marché a une couleur. C'est-à-dire que quand on en prend plein tous la gueule, eh bien quand t'es femme, c'est plus compliqué que quand t'es homme. C'est-à-dire que le marché, il a un genre. Mais il a aussi une couleur, il a une race. Et quand t'es noir, arabe, zigane, sans papier, comme on dit vulgairement, alors qu'ils sont blindés de papier bien plus que nous tous réunis, mais pas les bons pour la société française, musulmans, musulmanes, eh bien dans ces conditions-là, la situation, elle relève d'une atteinte à la dignité. Ce n'est pas simplement un combat politique pour ou contre l'âge de la retraite à 60 ans, et il faut mener le combat politique. Ce sont des atteintes à la dignité, où ceux et celles qui sont bombardés, la femme qui porte un foulard, a peur parce qu'elle se fait insulter, parce qu'il y a des regards, parce qu'elle se fait cracher dessus. Et quand il n'y a pas de regard qu'elle ne se fait pas cracher dessus, elle appréhende le moment où il va y avoir. Autrement dit, elle vit dans une tension extrême. Et ce n'est pas pour rien que ce sont les premières victimes des violences islamophobes. C'est ce qu'avait démontré le CCIF avant sa dissolution. La plus grosse association antiraciste de France et à un moment donné, la plus grosse association antiraciste d'Europe. C'est ce que le gouvernement a dissous. Et qu'il est dissous en soi, c'est un crime. Mais le silence qui a accompagné cette dissolution et toutes les autres qui ont été citées par Hugo,
le silence par nos alliés, ceux et celles qui sont nos frères et sœurs de combat, nos organisations du mouvement ouvrier. Elles étaient rares pour se lever et dire stop. Beaucoup, encore une fois, regardaient leur pompe. Parce qu'il y a cette association qui a gangréné toute la société. Être musulman, musulmane ou appartenir à une organisation cultuelle ou de défense des musulmans, du musulman ou contre l'islamophobie, eh bien, ce danger d'être associé à ceux et celles qui posent des bombes et qui tuent des gens, dont le projet politique est évidemment pas le nôtre, beaucoup se sont mis de côté. Quand il y a eu pratiquement 4000 perquisitions, des perquisitions, c'est des portes cassées à 5 heures du matin, c'est des familles qui, aujourd'hui encore, se sentent menacées. Ça s'est traduit concrètement par ce que j'appelle le syndrome de la porte cassée, justement. On a peur. On a peur, en tant que musulmans, musulmanes, arabes, noirs et tziganes, dans cette société-là, comme jamais, et migrants et migrantes, a fortiori parce qu'ils cumulent l'ensemble des stigmates, l'ensemble des constructions. Parce que s'il y a bien un ennemi intérieur qui a été fabriqué, produit par le système, c'est bien cela que je viens de citer, mais qu'on vient de citer avec, à plusieurs évidemment. Et quand je dis à plusieurs, dans ce bouquin-là, on met en lumière à chaque fois tous les collectifs contre les violences policières qui disent des trucs de malades, qui disent pas simplement on veut l'égalité de traitement, on veut la justice. Parce qu'ils sont français par ailleurs. Les questions d'égalité, on fait un petit rappel historique. Dans les années 70, 80, beaucoup n'avaient pas encore les papiers français. Mais aujourd'hui, d'un point de vue générationnel, la masse de ceux et celles qui sont racisés d'en bas sont français. Pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles. Mais concrètement, donc c'est même plus une question d'égalité de droit. Ça devient évidemment une question d'égalité effective. Et pour passer de la question de l'égalité de droit à l'égalité effective, dans les faits, dans la réalité, entre les deux, il y a la dignité. Si tu n'es pas reconnu dignement dans ta dignité d'être humain, tu ne passes jamais de l'égalité de droit à l'égalité effective. C'est vrai pour les femmes. C'est vrai aussi pour ceux et celles qui sont stigmatisés de par leur race. Et quand je dis race, on s'est bien compris. On ne s'est pas trop étalé là-dessus, mais c'est race au niveau de la construction sociale. Ce n'est pas la race biologiquement parlant. Bien sûr que la race existe. N'en déplaise à ceux et celles qui nous gouvernent. Et d'ailleurs, c'est parce que la race existe que le racisme d'État institutionnel existe lui aussi. Et évidemment qu'il tue. Et il tue, et quand il ne tue pas, il mutile. Et puis, dans ce bouquin-là, justement, concernant ces violences d'État, il y a eu une volonté de voir un petit peu ce qui s'est passé et sans doute ce qu'on doit peut-être mettre en perspective. Et je le dis franchement, et sans doute avec d'autres, on est quelques-uns à s'être plantés. Parce que le propre des militants et des militantes, vous les connaissez un peu, c'est de se regarder régulièrement dans la glace et dire moi, j'avais raison. Ça fait 10 ans que je le dis. Ah, mais ça fait tenir en même temps. On ne va pas faire de la psychologisation à 2 balles. Mais en vérité, on s'est planté. Il faut reconnaître que lorsque le collectif Adama, avec le pôle des Gilets jaunes, décide de se retrouver ensemble pour mener des luttes ensemble, en disant vous êtes violentés pour ce que vous faites et nous pour ce que l'on est, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, ce n'est pas les mêmes ressorts, mais il y a besoin de se lier, sans doute, il n'y a pas de doute même. C'est ça, c'était ça la boussole. Mais ça veut dire que c'est celle-là encore maintenant. Mais dans le respect des autonomies. On ne peut pas dissoudre les luttes les unes dans les autres. Il faut jouer les articulations. Le problème de convergence, on en parle. C'est un mot qui est compliqué, la convergence. Parce que convergence, c'est converger dans une même direction. C'est pas sûr, c'est dit par Hugo, par moi, et puis par ceux et celles qui nous ont interviewés, qui nous ont posé des questions, Aurore, Delphine, Alexis, etc. C'est pas sûr qu'on converge vers le même point. Quand tu es féministe, que tu luttes contre les violences sexistes et sexuelles, c'est pas dit que tu vas en finir avec la société capitaliste. Quand tu es migrant, migrante, c'est pas dit que tu vas en terminer avec la société capitaliste. Par contre, ce qui est certain,
c'est qu'il y a possibilité d'articuler nos luttes pour qu'elles résonnent les unes avec les autres, voire les unes dans les autres. Mais ça veut dire au départ en amont qu'il puisse y avoir un respect de l'autonomie des luttes, l'autonomie organisationnelle. Quand des Noirs veulent se réunir parce qu'ils et elles sont noirs, pour parler de la négrophobie concrètement, ça ne se discute pas. Les réunions en non-mixité, il n'y a pas de débat. Et on regrette qu'au Sénat, il y a eu des larges majorités, y compris qui incluaient la gauche, qui ont voté contre cet amendement UNEF qui permettait donc les réunions, enfin, l'amendement UNEF interdisait les réunions non mixtes. Alors que ce qui s'est passé à l'UNEF est sain, ce qui s'est passé dans le syndicat Sud Éducation 93 est sain. Cette non-mixité est fondamentale, est importante. Et donc, la nécessité à la fois de jouer les articulations, on discute ensemble comment est-ce que ça peut se faire, passe nécessairement en amont par le respect de l'autonomie de ceux et celles qui luttent sur des oppressions qui sont spécifiques. Et qu'on arrête de nous bassiner avec « ça divise la classe ouvrière ». La classe ouvrière est divisée. Il y a des contradictions en interne dans la classe ouvrière entre les hommes, les femmes et ceux qui se définissent ni hommes ni femmes par ailleurs. Il y a des divisions dans la classe ouvrière parce que la racialisation, l'échelle raciale, du blanc de blanc jusqu'au sans doute zigane des ziganes, parce que sans doute que ce sont ceux-là et celles-là qui sont aujourd'hui tout en bas de l'échelle raciale, mais tout ça bouge. Eh bien, il y a des divisions. Et bien sûr que ces hiérarchies traversent tous les champs sociaux, y compris les groupes politiques dans lesquels nous appartenons, soi-disant avant-gardistes, peut-être, je ne sais pas. On n'échappe pas à ça. Et quand le débat sera dans la salle tout à l'heure, on sera vigilant à ce que ceux et celles qui sont victimes du racisme, d'abord, peut-être, prennent d'abord la parole, plus la parole. Et le dire comme ça, c'est simplement dire qu'il y a nécessité que certaines paroles qui sont invisibilisées puissent pouvoir être entendues davantage. Ça fait partie des choses qui relèvent d'aucun compromis. Et mon dernier point, je finis là-dessus parce que j'étais vraiment trop long, je m'excuse. Mais c'est la dimension internationaliste, Hugo en a parlé. On ne peut pas être antiraciste si on n'est pas anti-impérialiste. Dans le colonialisme, il y a l'essence même du racisme. On ne peut pas dire que nous sommes antiracistes. Moi, je ne reviens pas sur l'antiracisme de pacotille, moral, etc. Non, non. Mais je parle de l'antiracisme politique sans appréhender les questions anti-impérialistes, les questions anti-guerre. Parce qu'elles relèvent du même ressort. La construction de l'ennemi intérieur, c'est la même qui fait la construction de l'ennemi extérieur. Et d'ailleurs, c'est emmerdant pour eux, parfois l'ennemi extérieur débarque à l'intérieur. C'est le migrant qui vient d'Afrique subsaharienne, qui vient d'Afghanistan, de Libye, de Syrie, de tous ces endroits où l'Occident, les pays impérialistes, ont posé les désordres du monde. Et ils fuient les désordres du monde. Et notre internationalisme, à nous, il se pose là. Et c'est sur cette base-là qu'on dit, avec Bolloré et Zemmour, oui, il y a un grand remplacement. Le grand remplacement, c'est quand Bolloré extirpe 80% de ses profits en Afrique et qu'il y met la misère à la place. C'est ça le grand remplacement dont il faut parler aujourd'hui. C'est celui-là qui est à l'origine des vagues migratoires ou de Total, qui va exploiter ici le pétrole, ou d'entreprises comme Areva et autres qui vont chercher l'uranium et qui laissent en même temps des populations meurtries, des écocides, des endroits où il n'est plus possible de cultiver, avec évidemment tout ce qu'on connaît bien, qui relève d'un impérialisme climatique dont on ne parle pas. Mais le terme, c'est celui-là. Il y a aujourd'hui un impérialisme climatique avec son lot d'injustices climatiques. Ceux et celles qui fuient des inondations, des sécheresses, et qui relèvent finalement de ces rapports nord-sud en passant par l'atmosphère, en passant par cette couche d'ozone, par l'effet de serre et tout ce qui va avec. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on retrouve collectivement à la fois la nécessité d'articuler nos luttes en respectant l'autonomie des luttes, et c'est fondamental, sinon ça ne marche pas, et en articulant
des luttes à l'intérieur d'une métropole en solidarité avec les luttes dans les outre-mer colonisés, victimes, on le sait, du chlordécone, les plus grands taux de pourcentage de cancer de la prostate. Et on a vu le traitement du Covid aussi dans ces pays-là, comme dans les quartiers populaires, où certains ont été plus atteints que d'autres parce que nos corps de racisés ont été fragilisés en amont. Et le Covid a pu le pénétrer d'autant plus facilement qu'il a été en amont fragilisé. Et ça, c'est le résultat de la racisation de la société. Et évidemment, avec l'ensemble des pays qui subissent les bombardements au Yémen et ailleurs, et qui exigent aujourd'hui une solidarité internationale. Ça fait beaucoup de choses, mais je vous jure, c'est rentré à peu près dans le bouquin. Il y a 160 pages, c'est ça. Voilà, elle a été écrite un peu avec notre chair, voilà. Donc on a parlé aussi de Palestine, parce qu'il y a Yémen qui est là, donc je balance. Il y a le collectif Palestine vaincra aussi qui est dans le camp, il y aura des choses comme ça, etc. Et il a été écrit avec, voilà, un peu nos tripes, notre chair, etc. Et avec de la théorie et de la pratique. Ce n'est pas le meilleur des bouquins, c'est pas vrai. Le bouquin de Saïd Bouamama qui est sorti est excellent. Fania Noël vient de sortir un livre sur l'afroféminisme. Il faut se l'arracher. Il y a plein de bouquins qui existent dans la période. L'important, c'est évidemment d'échanger autour de ça, mais concrètement de battre le pavé. Et il y a des rendez-vous très prochainement dont on va parler après. Et du coup, pour conclure cette présentation, je donne la parole à Alioune. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie beaucoup, Omar, de m'avoir invité aujourd'hui pour partager ce plateau avec vous. Et Hugo aussi, et de même que Aurore. Ouais. Et je remercie aussi la Flèche d'Or et tous ceux qui sont venus ce soir pour nous écouter, pour discuter de ce que nous faisons depuis des années. Moi, je suis venu en France en 2011, précisément le 1er avril 2011. Donc, depuis 2013, je suis dans la lutte des sans-papiers. Donc, je suis délégué de la coordination sans-papiers 75 de Paris. Et ce que j'ai constaté en France, quand je suis venu, j'ai vu qu'il faut s'inscrire dans cette lutte. Parce que je le faisais déjà en Italie. J'ai vécu à Rome pendant des années. Quand Sarkozy, en 2009, venait pour bloquer les migrants, Berlusconi lui avait donné un fin de non-recevoir. Parce que la question des migrants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, à l'époque, le gouvernement de Berlusconi avait donné des séjours, voilà, de 6 mois pour qu'ils passent la frontière. Parce que personne n'en voulait, y compris en Italie. Et ils sont tous éparpillés en Allemagne, ils sont venus dans les pays scandinaves, en France, un peu partout où ils ont des attaches. Parce que le migrant, quand il se déplace, il regarde où il peut avoir des attaches. C'est très important. Tu vas rejoindre un frère, rejoindre une épouse, un mari ou bien un oncle. Donc c'est tout simple que ça. Donc la loi Dublin, c'est un non-sens. Dublin 1, 2, 3. Ça n'a aucun sens parce que les gens vont se déplacer où ils ont leur famille. Ça, c'est obligatoire. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, Frontex en a parlé, Omar. C'est une agence qui est là, on ne sait pas. Il a des institutions tentaculaires. On ne peut pas le faire procès parce que c'est fait de telle sorte qu'il n'y a pas de responsabilité. Donc voilà. Frontex est là et est responsable des crimes des migrants. Les gens qui fuient les guerres, on l'a vu en 2003, Bush a déclenché une guerre contre l'Irak sur des arguments fallacieux. Voilà. Et le résultat, on le voit. En Syrie, pareil.
en Libye en 2011, nous voulons que ces guerres cessent. Parce que pour lutter contre le racisme, pour lutter contre tous les maux qui sont dans ce monde-là, il faut lutter contre ces guerres. Parce que le capitalisme se nourrit de ça. D'ailleurs, on dit que le capitalisme apporte la guerre comme la nuée apporte l'aurore. Ce n'est pas de moi, c'est de Jaurès. Donc, si nous regardons les bases militaires un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, d'où nous venons, vous voyez que le sentiment anti-français, c'est dû à ça. Sinon, tous les jeunes, ils rêvent de venir en Europe, particulièrement en France. Donc, le fait de voir dans leur pays piller avec la complicité de nos dirigeants corrompus, donc cette jeunesse, ils vont suivre, bon, simplement les flux d'argent parce que c'est leur argent. Ils viennent en France, ils vont en Angleterre, ils vont un peu partout parce que tout ce qui est détruit, comme l'a dit Omar, Bolloré, donc ils nous proposent la misère en fait. Il y a des multinationales qui sont là, qui pillent les ressources avec la connivence de nos dirigeants, des milliers affairistes et maraboutiques, et la jeunesse est là, diplômée, ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus de boulot. Donc, si vous voyez la migration, les jeunes qui viennent en migration, en général, c'est des diplômés. Le terme de migrants, des gens qui n'ont aucune éducation, ce n'est pas vrai. Donc, il faut voir la chose comme ça, que ces migrants, nous demandons toujours un accueil inconditionnel de tous les migrants, parce que le problème de l'Ukraine, ça nous renvoie au problème qu'on a vécu en 2015, c'est-à-dire le tri des migrants. Nous sommes contre. Et dans la CSP, que ce soit au niveau de la marche des solidarités, nous combattons depuis des années. En 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Le maire de Paris, Anne Hidalgo, Manuel Valls et le ministre de la Justice, Taubira, ils se sont alliés pour faire la guerre aux migrants. D'ailleurs, on a vu dans les jardins, partout, il y avait des pierres pour empêcher les migrants de s'y installer et même de s'y poser. Donc, toute notre lutte s'est articulée sur ça. Nous avons fait aussi des luttes au niveau européen, notamment à Madrid, Bruxelles, Berlin et un peu partout. Et il y a eu aussi des forums sociaux mondiaux aussi en Tunisie 2 fois. En 2011, c'était à Dakar pour parler de tout ça. Parce que l'exigence de cette convergence des luttes nous permet, c'est la seule convergence qui peut nous faire gagner. Parce qu'actuellement, si on regarde l'état des mobilisations, elles sont très faibles. Les mobilisations sont faibles. On ne peut pas gagner avec ça. Pour rebondir un peu sur l'islamophobie, comme l'a dit Hugo, elle tient ses bases même pendant la période coloniale. Nous étions des sujets français. Donc, un sujet français n'a aucun droit. Il y a des corvées au niveau du champ du commandement avec des brimades, des chicottes. Donc, et aujourd'hui, les institutions françaises n'ont pas évolué. Les quartiers populaires sont traités tels. Les migrants qui viennent en France sont traités de la même façon. Donc, avec la complicité des médias. Et le récidiviste Zemmour, qui aujourd'hui doit être derrière les barreaux, on lui donne tous les plateaux, il dit ce qu'il veut. Et cette islamophobie élitaire, ça grossit, ça encourage une islamophobie populaire qui grossit de jour en jour, qui continue et qui sera durable. Et ça, c'est un fléau dont tout le monde, tout antiraciste, doit se lever pour combattre. Donc, rappelez un peu aussi ce que nous, nos ancêtres ont fait aussi. Moi, je viens d'un pays qui est le Sénégal.
il y avait 4 communes qui avaient le droit de voter. Les 4 communes, c'était des communes de peuplement. Donc, il y avait Gorée, il y avait Rufisque, il y avait Dakar et Saint-Louis, l'ancienne capitale du Sénégal. Donc, nous, on avait le droit d'élire des députés au Palais Bourbon. D'ailleurs, le premier député noir, c'était Blaise Diagne. Blaise Diagne, avec les réquisitions, a permis à la France et aux Alliés d'avoir des tirailleurs sénégalais qui sont venus combattre ici en France. Et comment on les remercie? C'est-à-dire à Thiaroye au mois d'octobre, pour imposer un blanchissement de la guerre. Parce qu'à l'approche de la victoire, les autorités françaises ne voulaient pas voir des Noirs libérer la France. On les a renvoyés tous à Thiaroye. Donc, quand je dis tirailleurs sénégalais, il y avait des Maliens, il y avait des Congolais, il y avait des Burkinabés, il y avait tout dedans. Et on les a, à tir de canon, on les a tous tués. Ils réclamaient que leur solde. Donc, et ces gens-là ont participé à la libération de la France. Aujourd'hui, nous sommes des migrants. Nous venons parce qu'il y a la misère chez nous, causée par les multinationales étrangères. En plus, nous demandons qu'un titre de séjour pour pouvoir travailler. Mais nous sommes stigmatisés. Comme l'a dit Omar, le racisme, on le vit tous les jours au quotidien et on en prend plein la gueule. Et cette mobilisation, nous voulons qu'elle soit très très grande le 19 mars. Pardon. Parce que pour nous, le racisme qu'on vit tous les jours dans les centres de rétention, qu'on vit aussi dans la rue, parce qu'on peut croiser au détour d'une rue une patrouille de police au faciès. Et la journée est compromise. On voulait aller au travail, on se retrouve dans un centre de rétention. Si on n'a pas de chance, on se retrouve chez soi, à Bamako, à Alger, à Rabat ou bien... Voilà. Donc, je vous remercie. Je m'arrête là pour pouvoir permettre les discussions. Et merci de plus, Omar. Merci, Hugo. Merci, Aurore. Merci. Merci beaucoup aux 3 intervenants, vraiment, pour vos 3 interventions très, très fortes. Je pense que ça ne va pas forcément être évident d'intervenir juste après. Mais du coup, on a quand même réussi à tenir le timing qu'on s'était fixé initialement, de parler pendant 1 heure à beaucoup moins de personnes prévues. Donc, tout va bien, on est dans les temps. Du coup, maintenant, c'est le moment vraiment de débat. Donc, je vais peut-être faire passer le micro, sauf s'il y en a un qui bouge. N'hésitez pas à rebondir, à poser des questions, à faire une intervention, à présenter vos propres collectifs, les perspectives militantes à venir. Voilà, n'hésitez vraiment pas à parler. La parole est totalement ouverte et elle est à vous. Super, merci de se lancer. Bonsoir à tous, merci. Je me lance, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'après donc les témoignages qui ont été dits là ce soir, on est choqués, on est touchés au plus profond de nous-mêmes. Je vous remercie à tous. Franchement, j'espère qu'il y aura effectivement peut-être des réponses aussi que nous recherchons à travers votre livre. J'espère, parce que franchement, c'est là aussi le problème. Comment apporter des réponses à ce racisme, à ce fascisme, comment l'affronter. Moi, excusez-moi, Omar, tu as dit quelque chose. Bon, Omar et moi, on partage la même ville. Donc peut-être même combat avec mes camarades qui sont ici aussi, là. Donc voilà, et bien d'autres, bien évidemment. Il y a une chose qui m'a choqué, honnêtement, quand tu as parlé, Omar, de racisme de l'État-nation. J'aimerais que tu approfondisses ça, parce que je vais pas raconter un peu ma petite vie, mais bon, moi, je suis de ceux
qui, je vous le dis sincèrement, qui ont demandé ma déchéance de nationalité française. Voilà, je vous le dis très clairement. Quand on parle de défaire le racisme, moi, je demande, et peut-être qu'aujourd'hui, je le revendique encore plus fort, parce que si l'identité mène à du racisme, ben moi, je veux bien être déchu de ma nationalité française, parce que quelque part, excusez-moi de vous dire ça, je ne veux pas être hors sujet ou quoi que ce soit, mais moi, je suis né avec le code de la nationalité, donc après l'indépendance. Hein, donc, à un moment donné, on nous a dit, oui, eh ben, écoutez, pour des intérêts, parce qu'il fallait aussi faire face aux baby-boomers, aux retraites, etc. etc. Hein, c'est pas que on voulait faire de nous à tout prix de bons et loyaux Français, comme a dit notre camarade qui, eux, nos parents se sont battus justement pour sauver la mère patrie. Là, c'était réellement, à mon avis, pour répondre à des impératifs économiques, de retraite, etc., etc. Moi, je sais, je me souviens d'une chose, excuse-moi, je ne veux pas être long, mais c'est quelque chose de très fort. Je me souviens d'une chose, mon père, lorsqu'on m'a dit, voilà, double nationalité, alors tout le monde se bat, effectivement, beaucoup de migrants, d'autres personnes souhaitent avoir une nationalité française, et je les comprends. Mais moi qui suis né ici, ma mère est née ici, mon grand-père est venu en 1920, ça fait un siècle, et etc. Quand on nous dit intégration, etc., etc., je ne sais pas quand ça va s'arrêter ou quand ça va se finir. Mais moi, mon père m'a dit une fois, je refuse que tu sois français. Ta mère est algérienne, ton père est algérien, il n'y a pas lieu que tu sois français. Quand il y a eu les accords du 11-10-83 entre l'Algérie et donc la France, je vous dis, hein, après juste la marche des beurs, etc., etc., par la suite, bah, écoutez, j'avais pas le choix. Donc j'avais beau aller à la préfecture, je ne pouvais pas passer mon permis. J'ai eu 1 an de tribunal administratif parce qu'on me disait, oui, il faut faire ce qu'on appelle une excusez-moi, voilà. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment très important parce que lorsqu'on passait au tribunal administratif, on disait qu'il fallait faire une délivrance des liens d'allégeance entre moi et la France. Moi, je pensais qu'on était une république et une nation et qu'il n'y avait pas justement d'allégeance, enfin allégeance au roi, des choses comme ça, mais peut-être pas, voilà. Donc l'État-nation aujourd'hui, Omar, j'aimerais que tu puisses répondre. Et pourquoi j'ai demandé, moi, ma déchéance de nationalité, c'est je suis un ancien élu de la ville de Besançon, lorsqu'on a décidé justement d'interdire aux femmes voilées ou avec un petit voile d'accompagner des enfants en sortie. Ça m'a choqué et je suis absolument contre le fait qu'on fasse cela. Voilà, je vous en prie. Et donc, je ne vais pas commencer par complimenter votre... Je vais aller directement à ce que je voulais dire. Vous aviez parlé de... peut-être je vais commencer par la personne qui a fini. Merci. Et je me demandais si avant de militer en Italie, puis en France, vous aviez une formation politique. Voilà. Dans le pays avant, parce que je pense que c'est hyper intéressant, justement, dans la perspective de cette question du migrant qui serait ignorant, tout ça. Oui, personne n'est ignorant. Et par contre, tout le monde n'a pas une formation politique. Voilà. Je trouve ça hyper intéressant, parce qu'il y a des personnes migrantes afrodescendantes ou d'ailleurs qui n'ont pas forcément la place pour montrer que plus jeunes, elles ont peut-être lu Marx aussi, ou lu Marx ou pas, enfin, fait des choses, quoi, indépendamment de références pompeuses. Pour la personne qui est passée avant vous, je me demandais si vous aviez un lien avec les luttes dans les années 80, notamment de personnes racisées, je pense françaises, pas forcément migrantes, qui se retrouvaient à se bagarrer en fait contre des gens d'extrême droite, peut-être aux côtés de punk dits servant à rien, mais qui étaient aussi des antifas, dont certains continuent aujourd'hui. Et en même temps, ça fait le pont sur ce que je voulais vous demander à vous. C'était cette partie sur l'antifascisme qui serait comme ça un peu loin de la réflexion antiraciste, ou alors un antiracisme qui reste moral, que sais-je. J'avais vraiment besoin de précision au moment où vous parliez. Je me demandais, mais est-ce qu'on parle du coup de gens qui ressembleraient au Parti communiste ou d'autres qui, comme ça, restaient sur le papier sur un truc de solidarité un peu internationaliste, mais qui n'était pas très concret quand il s'agissait de comprendre que c'est incarné, quoi, ces problématiques-là. Et je m'étais aussi dit, tiens,
s'il parle de l'époque contemporaine, je réalise que ça pourrait ressembler à des choses que disent les personnes qui tiennent des sites internet de veille comme ça, Antifa, qui critiquent surtout le fonctionnement républicain et la manière dont l'extrême droite pourrait le mettre en péril. Mais ça ne ressemble pas du tout à des personnes Antifa que je rencontre, qui peuvent être profs ou étudiants ou j'en sais rien, chômeurs, et qui avaient hyper conscience quoi, de la question de moi en tant que noire. Pourtant, je ne me fais pas arrêter dans la rue. Enfin, je veux dire, il y a plein de situations concrètes de racisme que je ne vis pas, mais bon, qui avaient conscience que c'est chaud quoi, de ne pas être blanc en France, tout ça. Donc voilà, je me demandais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient super intéressantes. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur la vôtre, Omar, sur la question de la dignité. En fait, c'est quelque chose qui nous traverse, même si on a on subit ce racisme systémique de différentes manières. C'est vrai que c'est une base qui, je pense, nous manque à beaucoup, notamment aux populations noires, en fait, avec qui j'ai pu un petit peu militer. Je me rends compte que c'est vraiment une problématique... c'est très compliqué, quoi. Donc, on sent qu'il y a eu des années, des siècles de destruction de nos dignités qui font qu'aujourd'hui, pour des choses extrêmement basiques sur notamment les questions de logement qui sont délabrées, les questions d'écologie, de papier, ce sont des choses extrêmement basiques qu'on a pour je dirais, les moins téméraires, disons. On a du mal à réclamer ces choses-là. Et pour les personnes qui sont plus en phase qui ont plus la capacité de lutter, etc., qui, pour le coup, se mettent énormément en danger, qui risquent des arrestations juste en marchant dans la rue. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez pu approfondir un peu votre idée par rapport à ça, la question de la dignité, c'est comment la retrouver, en fait. Et pour Alioune, sur la question de la lutte des sans-papiers, qui est aussi une lutte qui existe depuis extrêmement longtemps, mais qui a du mal, je trouve, à mobiliser les populations noires, qui, quand on voit dans les marches, etc., on voit qu'il y a quand même, ça manque quand même énormément de populations noires, surtout qu'on est là, quoi. Mais je ne sais pas si, en plus de la marche du 19 mars, en plus des différentes marches, est-ce qu'il y a moyen d'aider un peu plus de mieux supporter vos luttes, en fait. Voilà, c'est tout. Bonsoir. Merci pour ces interventions très intenses. Omar, toujours plein d'énergie, j'adore. Mais moi, il y avait un point. Moi, c'était la question de l'auto-organisation des racisés. Bon, moi, je suis issu de l'immigration algérienne aussi, de mes deux parents. Moi, il y avait un point sur lequel je me suis arrêté la dernière fois que je suis venu ici. C'était l'intervention de Sarah Mazouz, qui a écrit le livre Race, en fait, et qui avait parlé de la question de l'égalité dans les collectifs, en fait. Comme un point, il y a un axe essentiel et comme une situation limite, un truc où on ne peut pas faire l'impasse de la question, effectivement, de ceux qui sont minoritaires dans les minorités, en fait. Moi, ça fait à peu près 10-15 ans que je gravite, que je navigue comme ça dans les espaces antiracistes, sans jamais réussir à m'inscrire dans un collectif ou un mouvement antiraciste, en fait. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, sur Paris, qui est quand même la capitale de ce pays, etc., il manque de collectifs antiracistes. Je trouve qu'on n'a pas assez de collectifs militants dans lesquels on peut s'inscrire, notamment pour lutter contre l'islamophobie, en fait. Alors, après, il y a aussi de réelles raisons. C'est-à-dire l'État dissout systématiquement nos organisations, comme le CCIF, on a vu, comme le CRI, comme... voilà. Mais le fait est que aussi, on n'arrive pas à s'organiser, nous, en tant que racisés.
globalement. Et puis moi, je sais que je suis confronté aussi à une deuxième discrimination qui est liée à mon orientation sexuelle. Mais c'est pas la seule. Les personnes qui souffrent de handicap psychique, par exemple, n'arrivent pas à trouver leur place. Mais c'est parce qu'il y a aussi des problématiques d'ordre, de psychophobie qui travaillent aussi à l'intérieur de nos communautés. On a d'autres problématiques, des personnes effectivement qui sont au RSA, qui en tant que personnes qui sont particulièrement précarisées, ont du mal effectivement à être visibles aussi dans des collectifs militants qui sont faits de profs, qui sont faits de classe moyenne, etc. Et en fait, du fait de nos diversités, en fait, globalement, on n'arrive pas à passer, si tu veux, on n'arrive pas à s'unir, en fait. Et moi, ma question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Qu'est-ce qu'on propose comme initiative pour pouvoir se rencontrer et pour pouvoir créer, si tu veux, une nouvelle impulsion militante contre ce racisme d'État qui est en train de gangréner effectivement nos vies, en fait. Voilà. Pour répondre à la question sur mon militantisme, donc c'est depuis à la fac, à l'université Cheikh Anta Diop. J'étais étudiant, donc il y a des problèmes de bourse chaque mois. Voilà, depuis lors, jusqu'à mon venue en Italie. Aussi, j'étais dans une école qui s'appelait Sant'Edigio, donc une grande association à Rome, et qui a réglé des conflits. Dites, ce n'est pas possible, mais une association a réglé des conflits entre États. Et récemment, il y a eu des rebelles au niveau de la Casamance, au Sénégal, et qui ont été libérés. Des militaires sénégalais ont été capturés par des rebelles et c'est eux qui ont fait la négociation et les militaires ont été libérés. C'est grâce à cette association aussi que la guerre en Mozambique s'est arrêtée aussi. Donc, je me suis inscrit quand je suis venu à Rome. Donc, je me suis inscrit où j'ai appris l'italien. Et c'est là, pendant mes vacances en 2003, j'étais parti voir ma sœur en Italie et qui m'a amené dans cette école. Voilà. Quand je suis retourné en Italie encore, je suis parti vers eux, où j'ai eu un diplôme de médiateur interculturel. En grosso modo, il faut, voilà, c'est comme un agent social, des trucs comme ça. En italien, je faisais un peu d'interprétariat, donc des migrants en italien, et les migrants qui parlaient français et qui ne parlaient pas italien, et je faisais la traduction au niveau des tribunaux de Rome. Et quand en 2009, le problème des migrants s'est posé, comme en 2015, et ça m'a trouvé là-bas et il y avait des migrants partout. Et nous, on s'est mobilisé, cette école, pour aider les migrants. Et beaucoup ont pu avoir ce fameux séjour de 6 mois et ils ont pu venir un peu partout. Et lors de mon séjour en 2014 en Berlin, j'ai vu beaucoup de gens que j'ai connus à Rome et qui sont venus. Voilà. Et l'autre question, je crois, c'était sur, je ne me rappelle plus. Ok, d'accord. Bon, pour nous soutenir, nous sommes le CSP 75, la coordination. Tous les vendredis à 14 h, nous faisons des manifestations. D'ailleurs, ils le font depuis 2002. Et ils ont eu un accord avec Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur. Ils pouvaient chaque mois déposer des dossiers de régularisation. Donc, notamment des cas de 10 ans ou bien des personnes qui ont des CERFA, c'est-à-dire si vous travaillez avec un patron et que vous demandez au patron, il vous fait une autorisation d'embauche. Là, nous, on accompagne la personne, on fait les dossiers, on amène à la préfecture pour la régularisation. Ce qu'on peut dire à mes frères et sœurs racisés, bon, moi, je dis toujours à mes cousines, à mes nièces, vous venez jamais à nos manifestations. Ah oui, il faut que vous venez à nos manifestations parce que dans nos manifestations,
il y a plus de camarades blancs que de noirs. Depuis 10 ans, je suis dans les manifestations, c'est ce que je constate. Et c'est désolant. En même temps, bon, c'est vrai, Alioune le dit, mais c'est pas que là. Enfin, il y a d'autres mobilisations, je peux vous dire, y compris au moment des ronds-points, etc., dans les quartiers populaires, on savait bien que les snipers visaient plus certaines têtes que d'autres. Et quand on est sans papier, on sait bien que c'est très compliqué. Et quand on est sans papier, et Alioune le sait, le travail le week-end sont des heures qui ressemblent à rien, c'est aussi compliqué. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Et ça rejoint la question que tu poses, qui pour moi, franchement, je te dis, en vrai, c'est une question que j'ai là, tu vois, au trip, tu vois. C'est celle de la dignité. L'exigence d'égalité qui est très importante, qui traverse le mouvement antiraciste depuis la nuit des temps. Ça consiste à dire à un groupe de personnes minorisées, on dit généralement comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas, les femmes ne sont pas du tout minorisées, mais elles exigent l'égalité. C'est d'exiger des pouvoirs publics, de ceux et celles qui sont aux commandes, le traitement effectif à égalité de droits. Tu t'adresses à ceux et celles qui sont en haut. Ça, c'est l'égalité. Il faut tenir cette boussole-là. La dignité, c'est autre chose. La dignité, elle se construit dans l'entre-soi. Quand des sans-papiers se retrouvent à une manifestation et qu'ils et elles se regardent dans la manifestation, elles gagnent en dignité. Autant l'égalité, c'est une exigence qui ressemble à de la verticalité, mais dans un rapport de force politique. La dignité, elle naît, ça ne veut pas dire qu'elle se termine là, mais elle naît dans un entre-soi et dans ces questions d'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas simplement le plan de bataille avec l'approche, je ne sais pas comment dire, enfin, la non-mixité, etc. Ce n'est pas simplement comment dire, un truc psychologisant. Il y a cette dimension-là. Mais il y a cette idée que dans le regard de l'autre, peut-être pour une fois, je me reconnais comme être humain à part entière. Parce que celui et celle que je regarde, c'est lui, c'est moi que je vois en miroir. Alors que tout dans la société m'enlève ma dignité, quand je me retrouve dans ces groupes-là en autonomie, je retrouve la dignité sur laquelle j'hésitais, je bégayais, sur laquelle j'étais perdu. Et il y a une dimension politique là-dedans. Je dis que ce n'est pas la dimension psychologisante. Et pour moi, je néglige pas, je minimise pas cette approche-là. Et la dignité, elle a cette dimension politique parce qu'elle permet de nous remettre debout pour pouvoir, en même temps ou dans un second temps, demander, exiger l'égalité. Et dire ça, c'est vrai pour les groupes qui ne relèvent pas de l'hétérosexualité normée dans cette société-là. C'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les racisés d'en bas avec les différentes déclinaisons, c'est vrai pour tous ceux et toutes celles qui sont atteintes dans leur intégrité. Et la dignité, elle se joue là. Et pour donner un exemple, lors de la marche du 10 novembre 2019 contre l'islamophobie, il y a eu un grand moment de dignité. Ça a foutu le bordel. Il y a un mec, on le connaît, le Blaze, je l'ai connu. Il est monté sur un camion, il a dit « Allahu Akbar !» Les gens, ils étaient chauds. C'était des milliers de personnes. Ils ont repris « Allahu Akbar !» Et dans ces moments-là, tu sais, tu as des effets de malade. Il a redit 3 fois de suite. Alors tous les éditocrates à 2 balles, ça y est, le grand remplacement, leur délire à eux. Mais ils ont raison d'avoir peur. Parce que dans cet échange-là, ce qui s'est passé, indépendamment de ce que ça peut signifier, c'est que la seule soumission que nous reconnaissons, c'est celle envers Dieu, et pas de soumission avec vos lois racistes et votre système raciste. Cette voix qui résonne chez les uns, chez les autres, chez les unes, même pour ceux et celles qui ne sont pas musulmans, musulmanes, mais de culture, en tous les cas qui entendent. C'est cette idée, alors on peut le dire. Alors qu'ils le pensent plusieurs fois par jour. Et ils le disent, mais dans des cercles intimes. Mais ce que je dis là, ce sont d'autres choses qui relèvent de la dignité dans d'autres mouvements sociaux, et notamment féministes.
où elles mettent en avant des pratiques, des slogans dans lesquels elles se retrouvent. Je dis ça, j'imagine, parce que je ne me permets pas, mais en tous les cas, la dignité, quand tu es racisé, ça fonctionne comme ça. Et c'est le moment, pour moi, le plus important, parce qu'il permet de nous rendre, comme dit Alioune, sujets politiques contre ce qu'ils peuvent dire eux, et exiger du coup le passage de l'égalité effective, de l'égalité de droit à l'égalité effective. Sur les années 80, en fait, j'étais un peu jeune, mais je peux te dire les années 80. Je peux te dire les années 80. Les années 80, Argenteuil, parce qu'Argenteuil, vous ne savez pas, mais la moitié de la salle, c'est Argenteuil déjà ici. Les années 80, mais je dirais dans toutes les villes populaires. Mes frères, bon, on va pas... Les années 80 dans les quartiers populaires. C'est la toxicomanie, c'est l'héroïne, c'est le sida. C'est les années dont on ne parle pas. Elles sont sombres, même dans notre histoire à nous. Et j'y ajoute la prostitution masculine, qui allait se prostituer pour avoir les doses. Et ils sont morts. Ils ont fini dans les hôpitaux psychiatriques, pour beaucoup d'entre eux. Les années 80, c'était ça. Et en même temps, c'était 83, la marche pour l'égalité, contre le racisme, etc. C'est vrai, il y a eu ça. Mais cette marche de 83, qui est vraiment une marche très importante dans l'histoire des luttes de l'immigration. Mais on le sait, les acteurs et les actrices de l'époque le savent. Il y a eu un rôle très fort de la CIMAD, des protestants, d'un courant protestant, qui ont joué un rôle. Mais rapidement, ceux et celles qui marchaient, une grande partie d'entre eux, se sont mis en opposition parce qu'ils disaient, et elles disaient, cette marche est récupérée, y compris par le monde politique, le monde blanc. Et ils ont créé ensuite Convergence 84, et puis après, il y a une histoire de remise en question réellement de ce qu'ont été les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, d'un certain point de vue, qui ont drivé ce mouvement-là. Pas complètement, parce que c'est un grand tournant dans l'histoire des luttes de l'immigration. C'était très, très important. Mais en même temps, il y a eu ça. Et à l'époque, c'était quoi? C'était le multiculturalisme. Le slogan de 84, c'était « Pour que la mobilette, elle avance, il faut du mélange ». Il faut du mélange. Vous vous rappelez ça? Pour que la mobilette, elle avance, il faut du mélange. Donc, c'était un peu le côté black blanc beurre, mais avant la Coupe du Monde, ambiance Benetton. On a déchanté. On a déchanté rapidement parce qu'y compris le Parti socialiste en 80 qui arrive à ce moment-là, il ne s'y trompe pas. Il se présente comme le parti de l'égalité. C'est comme ça qu'il se présente. Nous sommes le parti de l'égalité. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui bouge. Eh bien, malgré tout, c'est un grand tournant parce qu'il y a eu des très grandes mobilisations. Et puis, il y a eu la carte de 10 ans. C'est un acquis important. Avant, la situation des immigrés était fortement corrélée à la question du travail. Tu vas me dire, et maintenant, c'est pareil pour les migrants. Ça a été dit par Alioune, le CERFA, machin, que c'était pareil. Mais là, y compris pour les immigrés qui avaient un séjour en situation régulière. Mais si tu n'avais pas le taf, tu perdais tout de suite les papiers. Il y avait une corrélation entre les deux. Et donc, ça a été un tournant, ça a été un moment très, très important. Et donc, les cadres organisationnels, je te dis la vérité, on bégaye. On est tous quelques-uns, quelques-unes à être allés dans différents cadres d'organisation. Mais reconnaissons une chose. Les organisations qui exigent la question de l'autonomie sont sans doute les plus simples. Ça ne veut pas dire que c'est top. Le Front uni des immigrations des quartiers populaires, c'est une organisation qui fait un travail. Le MIB, à son époque, c'est une organisation qui a fait son travail. Les collectifs contre les violences policières, toujours avec cette histoire de dignité. On sait bien que la police, c'est des rastos structurellement. Mais quand on se retrouve à des dates anniversaires pour rendre un hommage au sien qui est décédé, il y a tous les collectifs qui viennent. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? C'est un échange de dignité. C'est la construction de la dignité. On sait bien que la police ne va pas changer. Mais on va rendre hommage aux frères et à la sœur, au fils et à la fille qui est tombé parce que noir, arabe ou gens du voyage. Et ce sont des moments qui sont importants. Et donc, ceux et celles qui revendiquent la question de l'autonomie, sans aucun doute, sont les cadres les plus sains. Ça ne veut pas dire que c'est top, etc. Mais il y en a quelques-uns. Le pire a été un cadre à la fois de revendication d'autonomie et d'exigence de pouvoir politique, indépendamment de ce qu'on peut penser des stratégies et des tactiques. Il y a eu la BAD, la brigade anti-négrophobie, la Voix des Roms. Il y a plein d'organisations qui se sont construites, d'ailleurs dans la foulée des révoltes populaires de 2005, pour pouvoir affirmer cette question. Alors évidemment, c'est compliqué, c'est pas simple, mais d'un certain point de vue, si on est encore hésitant, ça veut dire que c'est en bonne santé et on est en bonne santé politique. Le pire,
c'est de dire j'ai trouvé la meilleure organisation, il n'y a rien à dire, etc. C'est des postures dogmatiques. Et ça, c'est des postures souvent d'avant-gardistes dont il faut se méfier parce qu'on en connaît quelques-unes. Tellement elles ont été à l'avant-garde, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Et je ne veux pas donner des noms. Mais quand même, il y en a quelques-unes du mouvement ouvrier qui ont été largement en retard sur la question de l'islamophobie, par exemple, qui structure tous les débats aujourd'hui, les sociétés, nos vies, etc., largement à gauche, et pas simplement du Parti socialiste, y compris dans l'extrême gauche. En un mot, je me souviens plus exactement de la question, je dois dire, mais je crois qu'il y avait un truc autour de l'antifascisme et de l'antiracisme moral. J'ai été un peu vite parce qu'effectivement, on brasse un portrait un peu plus complet de l'antiracisme, on pourrait presque dire des antiracismes et des antifascismes, puisque ça a toujours été un champ de bataille, d'une certaine manière, l'antifascisme. Dans les années 20-30, quand il y avait le fascisme historique, etc., et dans les dernières décennies, il y a toujours eu des variétés différentes d'antifascisme qui conçoivent l'antifascisme de manière divergente et potentiellement antagoniste, contradictoire, etc., quoi. Ce que je voulais pointer, c'est que dans les années 80-90, en partie en lien avec ce qu'a dit Omar sur cet antiracisme Black Bomber, Benetton, multiculturel, etc., quoi, va de valorisation simple du multiculturalisme, etc., bon, avec, disons, il y a une partie de l'antifascisme, et notamment plutôt, je dirais, de la lutte contre l'extrême droite qui s'est focalisée, qui était un peu adossée à ce type-là d'antiracisme, quoi. Et qui, du coup, en grande partie, perdait largement son tranchant, parce que le problème de l'extrême droite, il n'est pas réductible à l'habileté de tel ou tel leader d'extrême droite, l'habileté rhétorique de Jean-Marie Le Pen à l'époque, ou de Marine Le Pen ou de Zemmour aujourd'hui, quoi. Et le truc, c'est que, bon, ça, c'était les années 80-90, je pense qu'on aurait tort d'imaginer que c'est fini. On en parle dans le bouquin, mais je pourrais prendre un exemple d'ailleurs dans la campagne présidentielle. Le seul truc qu'a pu dire sur les questions antiracistes, je sais pas, quelqu'un comme Fabien Roussel, c'est qu'il faut rendre inéligibles les candidats qui ont été condamnés pour des propos racistes. J'ai envie de dire, évidemment, quoi, ça devrait même être la base, quoi. Mais c'est vraiment le tout petit bout de la lorgnette, quoi. Et l'autre exemple, peut-être plus substantiel, c'est la manifestation qui a eu lieu l'année dernière. En soi, c'est positif qu'il y ait une manifestation pour les libertés et contre les idées d'extrême droite, mais c'est une manifestation qui a en grande partie mis sous le tapis toute une série, bon, notamment la question de la lutte contre l'islamophobie, qui est quand même le vecteur quand même principal du développement de l'extrême droite en France et dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest, par ailleurs, même au-delà, hein, en Inde par exemple, pour en parler, mais voilà, et qui a d'une certaine manière aussi perdu son tranchant et d'une certaine manière n'a pas permis et réussi à faire venir ceux et celles qui sont peut-être aujourd'hui les principaux et les principales concernés et les principaux et les principales cibles de l'extrême droite déjà, et par ailleurs plus globalement du racisme d'État et de l'autoritarisme d'État. On en a parlé, je pense, suffisamment dans la discussion. Voilà, donc il y a une bataille d'une certaine manière à mener dans l'antifascisme. C'est quoi l'antifascisme? Qu'est-ce que ça devrait être? C'est quoi, y compris les alliances qu'on doit avoir avec quel type de mouvement, sur quel terrain on doit intervenir, on doit militer. Voilà, c'est des tas de questions qui se posaient déjà dans les années 80-90, qui se posent à nous, d'une forme peut-être un peu différente. Mais voilà, donc on doit s'approprier aussi ces discussions. C'est un peu ce qu'on fait dans le livre. Évidemment, c'est brossé à grands traits, hein. Il y a des gens qui pourraient faire des thèses de 600 pages sur chacun des sujets qu'on évoque dans le bouquin. Donc, mais voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais comme disait Georges Marchais, en tout cas, c'est ma réponse. C'est la première fois ou la dernière fois peut-être que je citerai Georges Marchais, du coup. Mais voilà, je m'arrête là. Merci. Ouais, merci aussi pour la discussion. Elle me paraît extrêmement importante, mais du coup, je voudrais continuer à interroger ce qui me semblait être la raison d'être de ce bouquin, c'est-à-dire le lien entre fascisme et racisme. Parce qu'il me semble, Omar, peut-être que j'ai pas complètement suivi, mais que du coup, toi, tu portes pas trop dans ton introduction, tu n'as pas trop pris le temps de dire ce que pour toi, ça représentait le fascisme. Hugo, tu as beaucoup plus essayé d'articuler les deux, mais du coup, on n'a pas retrouvé la discussion sur qu'est-ce que c'est le fascisme. Finalement, tu dis que l'État français aujourd'hui ne l'est pas, mais tu as pris le temps dans d'autres bouquins de dire ce que c'était, mais là, j'ai l'impression que tu t'es beaucoup penché sur la question de la fascisation. Moi, il me semble important quand même de revenir là-dessus, parce que ce qui fait l'importance de cette discussion, c'est quand même qu'on a Marine Le Pen et Zemmour à 30% dans les sondages. Et que le fascisme, ce n'est pas juste la continuité ou un peu plus que le racisme qu'on peut aujourd'hui voir, on va dire de la gauche très à gauche, jusqu'aux politiques racistes aujourd'hui du gouvernement,
aux républicains qui sont en train de reprendre le concept du grand remplacement. On est encore dans autre chose. Le fascisme, c'est vraiment entraîner toute une partie de la population vers le projet qu'ils estiment être la pureté nationale, donc être prêt à exterminer en fait tous les opposants par rapport à ça. Le fascisme, c'est 6 millions de juifs qui ont été tués. Le fascisme, c'était au mieux la mise en camp de concentration des opposants politiques. Aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on n'en est pas là. D'accord ? Ce genre de réunion, ça peut se tenir, a priori, encore. Voilà. Et on est encore dans une situation où on peut combattre du coup le fascisme. Mais toute la question devient comment on peut faire par rapport à ça. Et moi, franchement, je ne commencerai pas par dire que le plus gros reproche à faire aux groupes antifascistes des années 80 ou 90, c'est de ne pas avoir suffisamment pris en compte le racisme. Je reviendrai après là-dessus, parce que par contre, je partage totalement ton analyse, que c'est le vecteur principal de construction du fascisme. Mais honnêtement, le plus gros reproche que moi j'aurais à leur faire, c'est d'avoir estimé qu'il n'y avait plus de danger fasciste. Parce qu'aujourd'hui, cette tradition-là, elle n'existe plus. Ça a des conséquences concrètes, la tradition antifasciste. C'était de dire qu'il était hors de question de laisser se développer des mouvements fascistes. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer jusque dans le 20e. Les équipes de Zemmour, elles viennent diffuser des tracts sur les marchés. On retrouve des affiches de leur campagne électorale, etc. Et il y a une banalisation telle qu'aujourd'hui, on estime que c'est normal de débattre avec eux sur les plateaux télé. Mais ça, c'est un scandale. Si on accepte ça, en fait, à l'arrivée, ce projet-là ne fera qu'une chose, c'est se développer justement sur toutes les concessions qu'on est prête à leur faire. Maintenant, effectivement, il y a un truc qui est clair, c'est que le racisme, c'est à la base de la construction des mouvements fascistes. Ils arrivent à faire croire aux gens, ils arrivent à faire accepter aux gens l'idée que le problème principal dans leur vie, c'est pas leur patron, c'est pas l'État qui est en train de nous en mettre plein la figure, c'est en fait les personnes qui sont soit sans papier, soit musulmanes ou considérées comme telles. Et c'est bien ça le problème du logiciel. Et c'est bien ça qui aujourd'hui est à casser. Et franchement, on a tous un enjeu fondamental à se battre contre cette idée-là. On ne peut pas laisser ce combat-là simplement aux personnes qui subissent le racisme. Parce qu'on perdra tous. Franchement, à chaque fois qu'aujourd'hui, on laissera sans réagir une personne justement, être expulsée ou arrêtée, tout simplement, parce qu'elle n'a pas la bonne couleur de peau, être expulsée, être stigmatisée en raison de sa religion réelle ou supposée, etc., on participera du phénomène qui consiste à ce que le racisme se développe et les mouvements fascistes à travers ça. Donc, on a tous un enjeu extrêmement important à se battre de façon conséquente contre ça. Et juste pour terminer, du coup, pour moi, la conséquence, justement, vous l'avez rappelé, la théorie, elle est importante parce qu'à un moment donné, c'est aussi ce qui permet de voir dans quel sens on veut aller. Il y a cette manifestation le 19 mars contre le racisme, contre les violences policières. C'est super important dans un contexte nauséabond où tout ce qu'on entend à la télé, c'est la surenchère justement raciste, de montrer qu'il y a une autre voie qui est celle de la solidarité antiraciste. Et il faut être présent massivement ce jour-là. Notre réaction ? Non ? Pour répondre, voilà, moi j'ai rectifié, j'ai été régularisé le mois de juillet passé, après 10 ans, quel gâchis. Voilà. C'est le vécu de milliers de sans-papiers. Ils viennent jeunes, à 20 ans, 30 ans. On leur donne les papiers à 40 ans. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a des personnes qui viennent à 50 ans. On leur donne les papiers à 60 ans. L'absurdité des lois. Donc, je ne vois pas ces raisons. Parce que pour l'État français, la loi dit que pour s'intégrer, il faut au moins 10 ans. Voilà. C'est pourquoi après 10 ans de présence, la personne, le sans-papier ou la sans-papière peut avoir une carte temporaire d'1 an. Donc ce que j'ai eu. Et c'est révoltant de le dire. Et les mobilisations, il y a une autre mobilisation. Il y a des réfugiés italiens qui sont sur le territoire français depuis 40 ans et qui sont sur le point d'être extradés. Et il n'y a pas de mobilisation pour eux. Donc, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il faut qu'on se mobilise pour eux. Moi, j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'elle est dessus. Elle fait des tracts. D'ailleurs, il doit organiser un repas à la cantine des Pyrénées pour ça.
Et ils n'ont pas de soutien. Il n'y a personne quoi, pour les aider à faire ça. Donc ça aussi, si on peut se mobiliser pour ça, serait bien, serait samedi, dimanche, voilà, au niveau des Pyrénées, la cantine des Pyrénées. Deux choses, parce que tout à l'heure, je n'avais pas répondu sur la question de l'État-nation, juste, mais très rapidement. La fabrique, la matrice de l'État-nation français s'est construite sur la négation de l'altérité. Quand je dis altérité, ce n'était pas simplement les étrangers hors hexagone, c'était les Basques, les Bretons, tous ceux et toutes celles qui avaient une culture en tant que telle. Et pour fabriquer le fameux roman national et travailler le mythe d'une identité nationale. Tant et si bien que d'un point de vue juridique, puisque quelqu'un parlait des papiers, les papiers des étrangers sont apparus avant les papiers français. Il fallait définir l'autre pour pouvoir construire en retour l'identité d'un soi pur, mythique, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, oui, la construction de l'État-nation s'est faite sur des bases éminemment racistes. Pour ce que Vanina a soulevé dans la discussion, ce n'est pas que c'est un oubli, c'est-à-dire qu'en fait, avec le temps, machin, etc., donc Hugo a beaucoup abordé la question du fascisme et de la fascisation. Un des grands ressorts de cette fascisation, c'est la question du racisme. Donc, ça s'est fait comme ça sans qu'on se coordonne. Et donc, par rapport à l'échange, l'introduction qu'il a faite, j'ai répondu comme ça. Mais évidemment que le danger, et ce n'est pas qui nous guette, qui est là, qu'on arrête avec la fameuse croisée des chemins qui arrive. Non, on y est là. La fascisation, du point de vue du processus, Hugo, je ne développe pas, Hugo, il va y revenir, mais c'est la préparation potentielle à un régime fasciste tel qu'on l'entend, c'est-à-dire l'écrasement de toute opposition politique. Et toute opposition politique, ce n'est pas simplement des organisations en tant que telles. C'est accompagné avec ça de toute altérité qui viendrait gêner, casser la purification ethnique qui serait mise en œuvre. Et on pourrait dire même, d'un certain point de vue, masculiniste, parce qu'il y a une dimension masculiniste dans le fascisme. Et juste, peut-être que c'est des approches qui ne peuvent nous différencier, Hugo, moi et d'autres. C'est que, dans l'état actuel des choses, si en effet, il n'y a pas un régime fasciste en tant que tel, si en effet, il y a une fascisation, dans quelle mesure on ne pourrait pas parler quand même de posture fasciste quand on voit le sort qui est fait aux migrants en tant que tel? C'est-à-dire, je dis bien, pas de régime, j'entends. Mais on attend quoi? On n'a pas simplement un autoritarisme exacerbé. Ce sont des milliers de morts qui sont programmés par Frontex. Programmés. Avec des conditions de vie qui vont avec. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller encore plus loin d'un point de vue qualitatif et quantitatif, et surtout qualitatif. Mais on a quand même atteint des zones de non-être dans lesquelles les migrants et les migrantes sont repoussés, qui sont extrêmement fortes. Par ailleurs, dans ceux et celles qui se revendiquent de l'antiracisme politique, mais au-delà, dans ceux et celles qui sont victimes du racisme au quotidien, le fascisme, ce n'est pas obligatoirement le terme qui leur vient, qui vient comme ça, spontanément. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le vivent pas en tant que tel et qu'ils n'ont pas les éléments pour le définir en tant que tel. Ce n'est pas le terme qu'ils vont spontanément utiliser. Mais ce qu'ils savent, et ce qu'elles savent concrètement, c'est que si Le Pen, Zemmour existe, c'est parce que d'autres ont préparé le terrain précédemment et pire, essayent de les rejoindre sur le même terrain. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a tous les ingrédients pour y aller. Et il y en a un autre dont il faut parler, qui est quasiment absent du débat et de nous. C'est la question économique et du néolibéralisme, ou du libéralisme et du capitalisme. Ça a été dit par toi, le système capitaliste, avec ce qu'il porte. Mais ce n'est pas pour rien que c'est sous la dictature de Pinochet dans les années 70 qu'il y a eu le premier laboratoire du néolibéralisme. Ça veut dire que ça s'accommode très très bien. Un régime capitaliste financiarisé comme le néolibéralisme s'accommode parfaitement avec le fascisme. Ça veut dire que ça peut évidemment, et c'est évidemment,
à l'ordre du jour là, avec tous les ingrédients qui relèvent de la fascisation. J'aborde pas encore une fois parce que Hugo y reviendra. Et c'est vrai qu'il y a des focales à mettre. Mais en même temps, c'est juste ça qu'on dit, mais c'est partagé. Si ceci existe, c'est parce que Fabien Roussel va à un rassemblement de flics, factieux, etc. Mais ça ne veut pas dire... Oui, Jadot, Faure, et puis on est très content qu'Hidalgo va se prendre une raclée, et le Parti Socialiste, etc., parce que c'est des reniements sociaux, etc. Mais le résultat c'est celui-là. C'est que les Zemmour sont des produits historiques du système capitaliste et du système idéologique qui est en vogue actuellement et qu'il faut évidemment combattre. Mais moi, je mets mon billet que si c'est Macron qui repasse, Macron, représentant de la bourgeoisie financière, d'où il est, il peut mettre en place un régime fasciste. Ce qui ne veut pas dire que ça atténue par rapport à Le Pen et Zemmour, pas du tout. Mais Macron, pour les raisons qui sont les siennes, à savoir la nécessaire continuité, l'accaparement continu des profits par une minorité de la population et de devoir faire plus d'autoritarisme pour écraser dans l'œuf toute forme de contestation, sous un gouvernement bourgeois classique, dans une démocratie bourgeoise classique, que ça puisse déboucher, selon ce qui se passe dans la rue, ou ce qui ne s'y passe pas précisément, sur un régime fasciste. Mais évidemment, là-dessus, c'est le débat, c'est ouvert, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment particulièrement crucial dans la période, bien au contraire. Voilà. Je ne vais pas être trop long parce qu'il est déjà tard, mais pour te répondre, en fait, moi, je trouve la difficulté, c'est d'arriver à concilier à la fois, et je le défends à chaque fois, mais comme tu l'as fait d'ailleurs, hein, le fait qu'il y a une singularité du projet fasciste. C'est pas un projet parmi d'autres, c'est un projet effectivement de faire renaître la nation ou la civilisation européenne en la purgeant, la purifiant. Voilà, et donc c'est un projet qui a le crime de masse et le crime d'extermination dans son ADN, quoi. Et donc on ne saurait, je dirais, minimiser effectivement le type de danger qu'il représente et le mettre sur le même plan exactement que d'autres types de projets. Voilà, bon. Pour autant, la difficulté, il me semble, c'est que le fascisme ne parvient pas au pouvoir ou n'éclot pas en tant que régime comme type de pouvoir particulier, comme type d'État particulier, sans une phase qui peut être plus ou moins longue et plus ou moins avancée, je dirais, en quelque sorte, ou effectivement de préparation, qu'effectivement là on a appelé dans le livre avec le Dimanti, mais aussi on y revient dans ce bouquin, de fascisation. On dit d'ailleurs qu'il y a une première phase antérieure à la prise de pouvoir par des fascistes et ensuite postérieure. Donc on essaye quand même d'élaborer autour de ça, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si on lutte contre l'avènement du fascisme, on doit à la fois lutter contre les organisations d'extrême droite, pied à pied, leur empêcher, tout ce que tu dis, hein, ne pas considérer que leur présence est tolérable dans nos quartiers, dans nos entreprises, etc., dans nos bahuts, les universités, les lycées, etc., leur refuser le terrain, voilà, et en même temps faire le maximum de travail politique, ce que par ailleurs je sais que tu fais, et tu as parlé de la manif du 19, et ça en fait partie, tu le théoriserais certainement pas comme ça, mais pour moi ça contribue à la lutte contre la fascisation. Parce que voilà, le fascisme, sa dynamique, c'est à la fois la progression des organisations d'extrême droite, leur banalisation, leur légitimation dans le débat public, etc. Leur présence sur le terrain, évidemment, aussi est un aspect très important parce que justement, on avait tendance à dire ouais, c'est bien, bon, d'une certaine manière, heureusement, le RN a une force électorale, mais heureusement, ils ne sont pas très présents sur le terrain. Bon, manifestement, on risque d'avoir peut-être plus dans les années à venir ce type de problème parce qu'il y a un vrai dynamisme militant des équipes de Zemmour. Et qui, y compris, commettent des violences régulièrement, qui viennent d'attaquer d'ailleurs un meeting, je crois hier, du NPA de Poutou à Besançon. Et puis il y a eu d'autres faits de ce genre-là. Donc on a sans doute ce type de problèmes qui vont émerger à une échelle plus importante que ce qu'on a connu dans les années précédentes. Donc ça veut dire qu'il faut s'organiser. À la fois les collectifs antifascistes, mais sans doute l'ensemble du mouvement social doit prendre au sérieux cette question-là de protection, d'autodéfense. Les syndicats, évidemment, ont un rôle sans doute important à jouer de ce point de vue-là, qui ne joue pas autant qu'on l'espérait aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est à articuler avec des luttes
qui contribuent concrètement à faire reculer le terrain, les politiques qui sont le terreau de l'extrême droite. Les politiques islamophobes ne sont pas juste des discours qui planent dans l'air, etc. C'est les politiques qui ont des effets immédiats sur les gens. Fermeture de commerce, perquisition à 5 h du mat, soupçons permanents, y compris de collègues ou de voisins de palier. Bon, voilà, tout ce qui a été dit aujourd'hui. Bon, et donc les luttes contre l'islamophobie, les luttes pour les droits des migrants, etc. Bon, voilà, je crois que l'antifascisme a un avenir s'il parvient à articuler ces deux terrains-là. La lutte contre l'extrême droite, sur lequel il y a eu, tu as raison, des tas de... Comment dire, on a trop lâché le terrain et d'une certaine manière, on a délaissé, je dis on au sens large, ce terrain-là, de la lutte pied à pied contre les organisations d'extrême droite, et les autres luttes, l'articulation avec d'autres luttes, notamment antiracisme, mais d'ailleurs pas seulement, parce qu'on pourrait... Il y a la question, je sais pas, je crois qu'on l'évoque dans le... Mais l'articulation avec les luttes environnementales, par exemple. L'extrême droite essaye de se développer, développe des idées, essaye y compris de s'infiltrer dans les mouvements écolos. C'est pas nouveau d'ailleurs, donc voilà, il y a des enjeux aussi de ce type-là. Sur les questions féministes, on voit se développer des courants d'extrême droite qui cherchent à infiltrer. On l'a vu à plusieurs reprises dans la manif contre les violences sexistes et sexuelles en novembre dernier, bon, avec le collectif Némésis par exemple en France. Mais il y a tout un discours au-delà du FN, de Marine Le Pen, qu'on a qualifié de fémo-nationaliste ou de racialisation du sexisme, qui fait d'une certaine manière des racisés, les auteurs, les seuls auteurs en quelque sorte, ou les seuls responsables de la perpétuation du patriarcat, du sexisme, etc. Bon, donc il y a tout, d'une certaine manière, l'antifascisme doit être tout terrain, quoi. Et voilà, ce que je conteste, c'est qu'il y ait une focalisation exclusive sur refuser le terrain aux organisations d'extrême droite. Ça, je pense que si on fait ça, on se coupe de ceux et celles qui sont le moteur essentiel de l'antifascisme concret et réel, quoi. Voilà, ça ne veut pas dire que, d'une certaine manière, on dit aux racisés, allez-y, c'est vous qui êtes les cibles de l'extrême droite, il n'y a que vous qui peut. Voilà, c'est évidemment pas ce que je dis. Je dis justement que tout ça doit être pris en charge par l'intégralité du mouvement social, mais en faisant une place aux luttes spécifiques et autonomes des racisés, mais aussi des femmes, aux luttes également environnementales, qui sont un terrain particulier, etc. Bon, voilà, c'est cette articulation-là, à mon avis, qu'il faut trouver, sur lequel on a peut-être un désaccord, mais bon, voilà, c'est les accords qui font avancer, je pense. Voilà, et juste un dernier point, c'est qu'il y a une singularité du projet fasciste, ça c'est vrai, mais il y a des formes aussi de continuité avec les États démocratiques bourgeois, etc. Là, et ça fait partie de l'idée que les États fascistes n'émergent pas de rien ou d'un seul coup comme voilà, un éclair dans un ciel serein, comme on dit. Ça a été montré, y compris par des historiens, le régime de Vichy est préparé par toute une série de dispositions, de lois, etc., anti-immigrés dans les années 30, par exemple. Voilà, bon, on pourrait multiplier les exemples, mais sans ces luttes, là, je crois que l'antifascisme qui se réduirait à la lutte contre les organisations d'extrême droite a vocation à rester, comment dire, à manquer de vitalité, de dynamisme, etc., et qui est apporté précisément par ceux et celles qui subissent au quotidien les formes d'oppression, dont le fascisme et la cristallisation. Moi, c'est comme ça que je théorise. Le fascisme, c'est la cristallisation de choses qui sont déjà là, de tendances qui sont inhérentes à la société capitaliste, de tendances patriarcales, de tendances racistes, etc. Et c'est la cristallisation sous la forme d'un projet politique radical, de refonte radicale des rapports sociaux, mais dans le sens d'aller encore toujours plus loin et encore beaucoup plus loin dans le sens de la destruction de toutes les formes de contestation, ça a été dit, et l'extermination d'une certaine manière de ceux et celles qui sont considérés comme n'ayant pas leur place ici. Mais du coup, voilà, cristallisation de tendances déjà là. Donc il faut lutter à la fois contre des gens qui portent ce projet et contre les tendances qui sont déjà là, et trouver cette articulation. Voilà. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de défendre dans le bouquin. Vous nous direz si c'est convaincant ou pas. Si ça l'est pas, bah, tant pis pour nous. Mais voilà, j'espère en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce sera un bouquin qui peut être utile à ceux et celles qui luttent. Oui, du coup, comme ça fait 2 heures qu'on discute, et à moins qu'il y ait une envie très très importante de parler, je pense qu'on peut aller doucement vers la conclusion. Ah, il y a une dernière intervention. Je peux prendre un dernier petit tour et puis après... Ah, c'est pas celui-là le bon. Moi, je trouve que c'est très intéressant et c'est bien d'avoir ces éclairages-là. Je veux juste dire une chose. La constitution sur laquelle on est régi, c'est la constitution de 58. C'est une constitution de coup d'État militaire,
qui donne les pleins pouvoirs et les possibilités des pleins pouvoirs au président de la République avec l'article 16. La police dont on dispose et l'armée dont on dispose, c'est celle du coup d'État de 58, ceux qui ont été en contradiction avec l'OAS et tout ça, et De Gaulle, mais c'est la même structure. Et c'est cette structure qui continue jusqu'à nos jours. Ceux qui ont été les tortionnaires, rue des Gardes et compagnie, qui ont été les tortionnaires des militants de l'insurrection algérienne, de l'indépendance algérienne, ceux qui les ont torturés en France dans le 18e et dans le 13e, quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie, ils ont été reversés dans la police de quartier. Voilà, ils viennent de là. Et aujourd'hui, le fait que la police est pénétrée par l'extrême droite de manière très importante, avec une formation qui a été faite quand même sur ces bases-là, à partir des gens qui ont été des tortionnaires, et l'utilisation de la torture a été un phénomène d'État en France, tout ça c'est important. Et c'est important de se dire aussi qu'en 68, De Gaulle, il va chercher l'armée, et puis il revient, puis finalement il ne l'utilise pas. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'est pas dans un État banal démocratique, si tant est qu'il y ait des États démocratiques, et la démocratie, c'est toujours le point pour ta gueule, ça c'est clair. Mais en tout cas, on a cet État-là, un État de coup d'État, avec une structuration des pouvoirs et une adhésion de l'ensemble des forces politiques. Parce que chaque fois qu'on ressort toutes ces mesures autoritaires, il n'y a pas une levée de bouclier. Je rappelle aussi qu'en 2005, quand dans les quartiers, les gens se sont soulevés par rapport à l'assassinat par la police de 2 jeunes qui revenaient, Ziad Bouna et compagnie, en 2005, il n'y a pas eu des manifestations monstrueuses. On a été quelques centaines à se rassembler. Et le soir où on prononce l'état d'urgence et on le renouvelle ensuite pendant 6 mois, il n'y a pas une seule réponse. Donc faut compter sur ses propres forces. La structure de notre État, elle est dictatoriale de fait, dès que c'est besoin, dès que c'est nécessaire. Et ils n'en ont rien à foutre des engagements de la démocratie. La preuve, c'est qu'en 2005, ils ne se sont pas gênés et ils ont continué. Et ensuite, c'est l'État vigipirate. Et ensuite, c'est à chaque fois l'attentat terroriste qui va servir à mobiliser tout le monde pour qu'on aille, avec nos drapeaux, soutenir notre État. On parle toujours des totalitarismes. Parlons du colonialisme en tant que totalitarisme pour le peuple camerounais, pour le peuple algérien, pour le peuple malgache, pour le peuple indo-chinois. Comme question totalitarisme, il faudrait le resituer. Donc chaque fois qu'on entend ce mot totalitarisme, on rajoute colonialisme et impérialisme. Et je veux dire par rapport à ça, là, je finis, Darmanin a prononcé la dissolution de 2 organisations de soutien à la lutte du peuple palestinien. C'est Palestine vaincra et le Comité d'action Palestine. Donc il y a une interdiction de ces organisations. C'est fermer la bouche à ceux qui défendent la lutte du peuple palestinien, qui est une lutte qui nous concerne. La lutte du peuple palestinien, c'est une lutte qui fait partie de nos luttes. Et c'est ce que disaient les militants du MTA, du mouvement des travailleurs arabes, ceux qui déclenchaient la grève dont tu as parlé. Eh bien, ils avaient toujours les drapeaux de soutien à la Palestine. Et la Palestine, elle était en même temps associée à chacune de leurs prises de parole. Il y a une pétition, bien sûr, ça ne suffit pas, une pétition. Il y a une pétition sur change.org, je vous appelle à la signer. Il y aura des rassemblements et des manifestations. Le 18, il y aura un rassemblement pour dénoncer cette interdiction. Il faut être nombreux parce que c'est à travers tout ça que ça passe et il ne faut pas laisser passer cette attaque. Merci. Du coup, je donne la parole pour une vraiment dernière intervention parce que là, on est à plus de 2 heures. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors moi, je viens d'Algérie. J'enseigne en Algérie et je suis née ici. Je ne vais pas raconter l'histoire de ma famille, d'échéance de nationalité. Quand mon père nous parlait, tu seras toujours une bougnoule en France et tout. Je vais essayer de finir cette soirée avec un peu de spiritualité parce que
En fait, ce qui alimente le capitalisme, le fascisme, le racisme, c'est la peur. Et on manque de beaucoup de spiritualité, comme vous parliez tout à l'heure, Omar, de verticalité et de foi. Il y a des gens qui ont des croyances au-delà de la République. Et ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas la République. Albert Camus dit faites attention quand la démocratie est en danger et que le fascisme vient à son chevet. Ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Et ça veut tout dire. Et je vais terminer avec une belle phrase de Rumi, c'est un soufi perse musulman, qui dit ne reste que parmi les amoureux des autres, éloigne-toi, bien que ta flamme embrase le monde, le feu meurt par la compagnie des cendres. Donc, il faut aussi, on peut aussi combattre certaines choses. On a besoin aussi de spiritualité et de littérature et de poésie pour combattre le mal. Et un peu de beauté. Et merci à vous tous d'être venus ici. Et pour revenir au sujet de Omar qui parlait Allahu Akbar et tout, il y a un verset dans le Coran qui dit Simahum ala wujuhihim. Leurs émotions, leur colère, leurs envies est reflétée sur leur visage. C'est ce que j'ai vu dans vos visages, à vous trois. Moi, je ne vais pas l'acheter, le bouquin. J'ai déjà tout vu. Et c'est pas mal. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du combat, il y a de l'amour, en fait. Les gens sont en colère parce que c'est de l'amour. Voilà, et puis j'ai passé de bons moments ce soir. Merci. Merci à tous. Bon, attendez, alors, en rapport... Un mot. Oui. Yes. Ce que je voulais dire dans la suite de ce que tu disais, c'est que n'oublions pas les amnisties successives qui ont fait qu'il y a eu un président, un candidat à la présidence en France qui était un tortionnaire. Et ça, on ne le dit pas, on ne le pense pas. Moi, je le sens constamment, ça. Constamment. Ma tante a été torturée en Algérie dans cette période-là. Et comment peut-on ne pas complètement s'indigner du fait que tout le monde, quel que soit le parti, en tant que... Et c'est là que le problème d'une nation qui fait ses lois et qui fait ses amnisties, c'est ça le problème. On a vécu depuis des décennies avec ces candidatures d'un tortionnaire. Je ne vais pas dire la fille d'un tortionnaire, mais bon, proche des néo-nazis, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Là, je suis accrochée. Bon, et vraiment, dernier mot, en 30 secondes, parce que tout le monde est en train de partir. Non, je voudrais juste rajouter que quand Darmanin a dissous, entre autres, l'association Palestine Vaincra, dans le texte, il est bien indiqué qu'il condamnait aussi le fait que cette association Palestine Vaincra était soutien pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est en prison en France depuis plus de 37 ans. Et donc, c'est à l'initiative de la campagne unitaire que le 18 mars prochain, on invite les gens à protester contre ces dissolutions. Et pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Donc, merci à tous et à toutes pour cette soirée. Merci en particulier à l'équipe qui était là ce soir, qui nous a accueillis. Un immense merci. Ouais, merci à vous. Merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas à rester justement pour prendre un verre, pour continuer les discussions et bien sûr à acheter ce magnifique ouvrage qui a été très bien défendu par nos 3 intervenants ce soir.
Et merci à Marina et à Noémie, dont on n'a pas parlé, mais qui sont les chevilles ouvrières du truc. Voilà, merci à vous.